Et bonsoir et bienvenue pour ce dernier enregistrement de Discord sous les pods 2021. J'ai envie de dire première partie. Je m'appelle Zu, j'ai organisé cet événement pour Podcastéo avec l'aide de Flavien qui est à la technique ce soir, de Julien qui était à la technique un autre soir sur deux cette semaine, de tous les autres membres du bureau de Podcastéo et de tous les participants à cette semaine de stream et d'enregistrement de podcast. Petit point Podcastéo pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'association. Nous sommes une association d'entraide entre podcasteuses et podcasteurs. Nous avons divers réseaux, nous avons un groupe d'entraide sur Facebook, nous avons un Discord à partir duquel sont enregistrés les podcasts de cette semaine et d'habitude nous organisons des événements réguliers soit à Paris, soit à Lille, à Lyon. On essaye de varier un petit peu les plaisirs pour se réunir et enregistrer des podcasts un peu différents de d'habitude. Ce soir, pour clôturer donc cette session de Discord sous les pods, je suis très heureux de recevoir certains Lemachos qui sont une équipe qui parle d'habitude de films à leur sortie et qui cette fois nous font l'honneur de parler de films un peu plus anciens. Bonsoir Thomas. Salut Zou, tu es bien sérieux, tu es bien calme, dis-moi ce soir. C'est la fin de semaine, tu as toute ton énergie. C'est la fin de semaine et je me préserve pour demain, car demain, toi et moi, nous nous retrouvons pour parler des Podcastéo Awards. Donc, sur cette même chaîne. Exactement, à 18h30, donc soyez là pour découvrir plein de super podcasts. Ça sera la cérémonie de clôture des Discord sous les pods en même temps. Ça sera incroyable. Ça sera une très très grande fête, une très très grande soirée avec encore plein de podcasteurs. La grande famille Podcastéo qui célèbre le podcast une fois par an, n'est-ce pas Zou? Oui. Et oui, mais le podcast est une fête. Le podcast est la vie. Toute l'année, le podcast est une fête. Et oui. Et là, nous avons Thierry, Zou président, qui dit, voilà. Donc nous avons déjà nous sommes sur Twitch, nous sommes en direct évidemment pour ceux qui entendent le replay. Bonjour à tous, merci Zou. Allez, je te laisse aux manettes, à tout à l'heure. Et allez, on va commencer l'émission, merci. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans 7 ans de réflexion 2021-2014. Je suis Thomas de Certains Lemachos et avec moi toute une équipe de podcasteurs pour cette émission incroyable. 7 ans de réflexion, c'est le grand crossover entre Certains Lemachos, alias Clac, et Podcastéo. Comme son nom l'indique, on va parler des films d'il y a 7 ans. Pourquoi 7 ans ? Parce qu'on aime bien Billy Wilder et Marilyn Monroe, et que, voilà, il n'y a pas besoin de plus d'explications. Donc je suis Thomas, je vous l'ai dit, et avec moi, évidemment, mon acolyte de tous les jours. Je s'appelle Thierry. Voilà, alors bon, c'est pas lui, en fait, exactement, parce qu'il n'a pas pu être là, mais c'est une intelligence artificielle que notre équipe recherche et développement a mis au point. Thierry, qu'est-ce que tu as pensé des films d'aujourd'hui, Thierry ? Non, nul, non. Ah, il est réglé en mode Twitter, pardon. Je fais un petit réglage. Allez, laisse argumenter les grands. Ah, pardon, il est en mode Télérama. Il est un peu condescendant. Je vais essayer de faire autre chose. J'aurais dû prendre un terre, en vrai. Non plus. Bon, je crois que c'est encore autre chose. Ya. Non, ça c'est allemand. Bon, il est cassé, tant pis. On va laisser tomber l'intelligence artificielle. On va appeler des vrais gens, des vraies personnes. Ça tombe bien parce qu'à Podcastéo, il y a plein de podcastrices et de podcasteurs. C'était super dur à dire, tant pis, je me suis piégé tout seul. Donc on va appeler des vrais gens, des vrais invités. Avec moi toute une équipe qui est prête. Une podcasteuse qui a vu et revu et même corrigé tous les films. C'est Laura de Revue et Corrigé. Salut Laura. Salut Thomas. Salut. Avec nous également... un podcasteur dont la voix éclaire nos oreilles comme un phare dans la nuit, c'est Aristide de Modèle Phare. Salut Aristide. Salut Thomas, salut tout le monde. Salut.
Nous avons également un fan de SF, à la fois barbare, capitaine et détective. C'est Conan de Gallifrey Academy. Salut Conan. Salut, bonsoir. Elle adore les films parce que les films, c'est un peu des histoires pour les grandes personnes. Oui, c'était très facile, mais que voulez-vous ? Ouais, c'était bien. C'était bien aussi Rebecca, d'Histoire pour les grandes personnes. Salut Rebecca. Salut Thomas. Salut. Et enfin, celui qui a un peu galéré à voir tous les films d'aujourd'hui parce qu'il mettait tout le temps en pause. C'est Nireda de La Pause s'impose. Hello, bonsoir à tous. J'ai réussi à les voir finalement. Tu as finalement réussi à tous les voir. Tu fais partie de ceux qui ont réussi un carton plein. Bravo, félicitations. Merci. On salue tous les spectateurs, tous les viewers qui nous suivent, qui arrivent en ce moment. On vous salue tous. Et avec nous, donc, chers amis, on va parler donc des films d'il y a 7 ans, des films de 2014. Est-ce que vous avez apprécié la sélection en général ? Ouais. Ouais. Pas mal, éclectique. Ça a été éclectique. Ouais. Ça nous rajeunit pas. C'est clair. Ça fait un petit coup de vieux, hein. C'est vrai que 7 ans, ça passe très très vite. Hein. Non, mais je sais pas si j'arriverai à vous pardonner pour ça, parce que... Donc oui, petit coup de vieux. On va avoir 4 films aujourd'hui, si le temps nous le permet. On n'a pas d'émission derrière, donc on nous salue, on nous remercie pour l'intro. C'est si jamais il pleut pas, quoi. C'est si jamais il pleut pas, si jamais on ne programme pas une émission en dernière minute. Voilà. Normalement, on a du temps avant les Podcast Awards demain, donc on a le temps de faire l'émission qu'on veut. On a de la marge. On a un peu de marge, donc on va faire une émission avec jusqu'à 4 films, des films qu'on va garder en surprise. Je vous propose ça. Ouais. Yes. Ouais, ça marche. Complètement. On va commencer par le cinéma français, puis ensuite on partira à l'international. Et parce que oui, en effet, le cinéma français a marqué le box-office. C'est un peu 2014, l'année du cinéma français. C'est incroyable. Si on regarde le box-office de la France, les entrées, c'est littéralement dominé par les films français, par les comédies françaises plus exactement, puisqu'on retrouve 4 films français en première place. C'est incroyable. Est-ce que vous savez dans le chat qui est le film qui a fait le plus d'entrées ? On laisse quelques secondes au chat pour répondre. Vous avez une idée, vous, dans l'équipe ? Vous avez regardé un peu qui avait fait... J'ai fait ton quiz sur Instagram, ouais. Vous avez fait le quiz sur Instagram, vous avez eu la réponse. Oui. En France ou mondialement ? En France. Le plus d'entrées en France. Alors, c'est un film français. Il y a 3 comédies françaises et un blockbuster français, entre guillemets. On nous dit la famille Bélier dans le chat. On nous dit la famille Bélier, peut-être. Les Bronzés 3, bien essayé. Les Tuches 1, non ? C'était pas la bonne Les époque ? Visiteurs, le retour, non plus. Non. Allez, je vous aide un peu pour qu'on avance également. Alors, en 4e position, on a Lucie de Luc Besson. Donc c'est pas une comédie, mais quand on voit le résultat, bon, ça peut prêter à rire. Mais quand on voit ta mauvaise foi aussi, ça peut prêter à rire. Ben oui. Sur le podium, on a Superchondriac de Danny Boone. Magnifique, également. Alors, ces 2 films ont fait plus de 5 millions d'entrées, ce qui est très impressionnant. Suivi ensuite de La Famille Bélier avec plus de 7 millions d'entrées. Et l'indétrônable, le magnifique, l'inclusivité, l'inclusion à la française. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec ces 12 millions d'entrées ? Qui avait cartonné quand il est sorti, celui-là, quand même. Qui a surcartonné. Alors on voit aussi qu'il y a de très très belles. On a le Flavien qui fait un rage kit. Il est déprimé. Et oui, je suis désolé. Il y a aussi Babysitting qui avait fait ses 2 millions d'entrées aussi, alors qu'il était sorti en même temps que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Autant vous dire que les comédies françaises ont cartonné cette année. Et le premier film américain, c'est Le Hobbit avec la bataille des 5 armées, qui arrive 5e, voilà, avec ses moins de 5 millions d'entrées. C'est quand même très très fort. Alors, on va en choisir un. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est beaucoup trop dur. On n'a pas pu le voir. Par contre, bon, pour représenter un peu ce top, ce podium, on a choisi de voir La Famille Bélier. Voilà. Alors, pourquoi La Famille Bélier ? Parce qu'il est dans l'actu. Son remake a remporté le festival de Sundance, donc le festival indé américain. Oui, le truc select, voilà. Et il a même remporté le record du film le plus cher vendu à un distributeur pendant ce festival indépendant. Donc c'est un film qui revient. On va voir s'il a bien vieilli en 7 ans, si ça valait le coup d'en faire un remake ou pas.
petit extrait de bande-annonce. Mes chers parents, je pars. Ça m'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. Ce soir, t'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. La famille Bélier d'Éric Lartigot, film d'1h46, sorti en décembre 94. C'était limite pour qu'on en parle. Mais ça tombe bien parce que ça lui a permis d'être en candidature en lice pour les Césars. Et il a été même nommé 6 fois au César. Et il a remporté le prix du meilleur espoir pour Louane la chanteuse. Et oui, la demi-finaliste de The Voice 2013. C'est bien elle. Louane qui joue Louane Emera. Ah oui, elle a un nom de famille quand même. Louane Emera qui joue Paula Bélier, la fille, l'ado de la famille Bélier, une famille d'agriculteurs dans un petit village rural. Mais donc elle est ado, elle aide ses parents à la ferme, elle les aide au marché à vendre des fromages. Elle est inscrite à la chorale. Voilà, elle a son amoureux. Et voilà, c'est une ado normale, hein. C'est pas toujours facile, mais bon, c'est la vie comme ça. Il y a une petite particularité néanmoins, c'est que ses parents et son frère sont sourds-muets et que donc elle doit les aider à interagir pour la vie de tous les jours avec les autres habitants du village. Donc c'est elle qui fait la traduction et qui assure. Et donc ça rajoute une petite difficulté. Il y a des particularités, par exemple, elle doit accompagner ses parents chez le médecin, chez le gynéco. C'est pas toujours évident pour une ado à ce moment-là, c'est assez gênant, même pour les adultes d'ailleurs, je pense que ça doit être assez gênant. Avec elle, des parents formidables, et oui, des parents formidables, avec Karine Viard dans le rôle de la maman, et François Damiens dans le rôle du papa, qui aime beaucoup la maman, voilà, on va le dire comme ça. Un peu. Un peu beaucoup. Voilà, on a Eric Elmosnino qui joue le prof de chant, hein, je pense le héros du film, le vrai, hein, celui qui a du goût, le fan de Michel Sardou, hein, qui a les meilleures punchlines d'ailleurs du film. Quand tout va mal et qu'il n'y a plus d'espoir, il reste Michel Sardou. Je pense que rien que pour ça, on peut mettre ce film au Panthéon. On va la noter. Oui, je l'ai notée. Ah oui, celle-là, je pouvais pas la laisser passer. Voilà, et donc justement, alors après on a un film très familial et Éric Lartigot qui, oui d'ailleurs, fait des comédies, hein, c'est un peu son créneau, on le connaît pour Mais qui a tué Pamela Rose, L'homme qui voulait vivre sa vie, ça a l'air moins comédie, je l'ai pas vu celui-là, mais Un ticket pour l'espace, c'est de la comédie, Prête-moi ta main, bien sûr, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, c'est magnifique, et hashtag Je suis là plus récemment en 2019. Chers amis, qu'avez-vous pensé de ce film ? Je me tourne vers celle pour qui les histoires, elle adore ça. C'est Rebecca. Est-ce que tu es fan de Michel Sardou, Rebecca ? Allô ? Je n'entends plus rien. Est-ce que je suis tout seul ? Non, je vois que ma lumière s'allume sur Twitch. On a perdu Rebecca, non ? Oui, allô ? Alors, Rebecca, est-ce que tu nous entends ? Non. Oui. Esprit, es-tu là ? Esprit n'est pas là. Bon, elle n'est pas là. Mais t'as petit problème technique qui prend la suite. Nireda, je crois que tu l'as vu. Tu as ouais, fait, je l'avais vu il y a quelques années. Je l'ai vu il y a 2-3 ans. J'étais tombé dessus par hasard. J'avais aucune connaissance de ce film. Et ce film, je le trouve magnifique. Enfin, moi, il m'a bouleversé la première fois que je l'ai revu. Et je l'ai revu il y a quelques jours. Là, il m'a encore une fois retourné parce que au-delà du fait donc de la famille sourde qui essaye de se débrouiller comme elle peut dans ce petit village où on voit que tout n'est pas forcément adapté au handicap. Donc au-delà déjà de cette question-là, il y a toute la question de l'adolescence de la fille Bélier qui est en pleine adolescence, qui se cherche et qui se trouve une passion pour la musique. Et alors déjà des fois à l'adolescence on a du mal
nos parents comprennent pas toujours, ou on se cherche un peu, et bon bah c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et là, non seulement il y a ce côté-là de l'adolescence, mais c'est poussé à l'extrême parce que elle a cette passion qui est le chant, dans lequel en plus elle est forte et elle se débrouille bien, qu'elle ne peut pas, en tout cas au premier abord, partager avec ses parents. Et je trouve ça émouvant, l'évolution de voir comment elle part ils comprendront jamais bah si, peut-être qu'en fait ils peuvent comprendre et peut-être que même ils sont contents pour elle. Et pour ça, ce film m'a beaucoup ému. Ouais, un film avec beaucoup d'émotions. Est-ce que Laura, tu partages cette émotion? Alors moi, je comprends ce que dit Nireda. J'avais pas du tout le même âge quand je l'ai vu. Moi, j'avais déjà passé les 40 ans, donc je pense que j'ai pas eu la même résonance avec l'histoire de l'ado. Mais ça reste un très beau film. J'en ai eu un peu marre du jeu vol, en fait. En fait, j'étais un peu saoulée par le jeu vol et je trouve que si on n'en avait pas entendu, autant moi je l'ai vu à l'époque où il est sorti au cinéma et franchement, j'aime bien Michel Sardou. Alors jeu vol n'est pas ma préférée pour le coup, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on nous rabâche les oreilles alors qu'il y a d'autres reprises dans le film qui sont très bien. Moi, j'étais tombée en amour avec El Mosmino quand il a fait Gainsbourg, évidemment, puisque c'est là quand même qu'il a explosé au cinéma et je trouve qu'il était un petit peu sous-utilisé aussi. Et j'ai adoré voir un film où François Damiens ne parle pas. Non, mais je trouve qu'il est exceptionnel. On peut penser, voilà, ses caméras cachées et tout. Moi, je suis mariée à un Belge, donc François Damiens, il y a presque son portrait dans le salon, en fait. Mais c'est vraiment, je l'ai trouvé assez exceptionnel. Ouais. Et il joue, oui. Je vous ai rejointe. Rebecca, Rebecca. Ouais, merci. Ouais, je suis désolée, mais sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas de stress. Alors, est-ce que je réagis à ce que dit Laura? Non, je vais du coup te dire ce que j'en ai pensé. En fait, moi, je vois son cercle devenir vert, mais je ne l'entends pas parler. Bon, si, on l'entend. Moi, le son est un peu faible. Peut-être que Flavien peut le monter à la technique, mais vous pouvez le monter dans le Discord. Mais oui, en effet, le son est un peu faible, mais moi je l'entends. J'espère que vous l'entendez aussi sur le live. Est-ce que vous l'entendez sur le live? Il faut que je parle pour que vous m'entendiez. En fait, elle est raccord avec le film. Les héros sont sourds-muets. Elle le joue aussi. Il se trouve qu'en podcast, ça marche moins bien, évidemment, mais c'est un essai. C'est Discord sous les pods, il faut faire des essais, on fait des essais, c'est des tests, c'est de l'expérience. On t'entend, Rebecca, on nous dit. Parfait. Voilà. Bon, super. Alors merci. Je vais du coup y arriver. En fait, ce que je disais, c'est moi, je suis fan de Karine Viard. J'aime beaucoup aussi Damiens. Après, quand tu dis que El Mosmino c'est le personnage principal, moi, je le trouve pas si intéressant que ça. Et, c'était une boutade. Oui, j'ai compris. Mais parce que je le trouve caricatural. Non, en fait, je les trouve tous caricaturaux, pour être tout à fait. Il y a une super distribution, mais pour moi, le film, il est un peu trop, en fait. Et justement, le son est trop fort. Je trouve que Louane est pas exceptionnelle. Karine Viard, que je trouve une grande actrice, elle est un peu, j'ai l'impression qu'elle joue dans un film muet, elle est en accéléré. Et en même temps, tu m'as demandé si Sardou, j'étais fan. En fait, ça m'a quand même ramené, puisque je suis comme Laura, j'ai plus de 40 ans. Voilà, c'est bien, j'ai plus de 40 ans, en fait, sans préciser. Mais ça m'a ramené à des chansons que j'aimais quand que j'aimais entendre en famille ou ce genre de choses. Donc, voilà, il y a un côté, c'est un plongeon un peu dans le passé. D'ailleurs, j'arrive pas à situer l'époque où se déroule le film. Mais je suis un peu partagée, en fait. Et en même temps, je comprends qu'il y ait plein de thèmes qui soient passés en revue, comme le disait Nireda. Mais ça m'a moins touchée que... Après, je te rejoins sur le côté caricatural. C'est vrai que tout est poussé à l'extrême à 2000%, mais c'est ce qui fait ressortir un peu les côtés positifs et négatifs de chaque situation. En fait, je pense que c'est peut-être un parti pris de tout mettre à l'extrême et de se dire, voilà un peu ce que ça peut donner. Alors que moi, je l'ai trouvé extrêmement réaliste et crédible. En fait, oui, Conan. Moi, excuse-moi. Moi, je l'ai trouvé extrêmement réaliste et crédible parce qu'en fait, j'ai été enseignant pour les sourds pendant 1 an et mes parents sont marocains à la base, donc ils ne parlent absolument pas français. Et ces situations-là me sont arrivées, c'est-à-dire quand tu as 7 ans et que tu dois annoncer à ton père que la banque
est en négatif, parce que tu as lu l'explication, ou que mon père, qui est hypocondriaque, me forçait à lire toutes les notices de médicaments du début à la fin. Je me suis vraiment reconnu dans ce personnage qui sert de lien entre le monde et sa famille. Et quand ça arrive, c'est vraiment comme ça, en fait. Tu as vraiment cette impression de... Heureusement, moi, j'avais 5 frères et sœurs, ce qui n'est pas le cas de Loan dans le film. Et du coup, j'ai trouvé ce film, au contraire, hyper réaliste et parfaitement retranscrit parfaitement mon vécu et une partie de ma vie, en fait. Et j'ai trouvé ça impressionnant pour un film qui parle d'une ado de 14 ans. Elle n'a pas 14 ans, je pense. Est-ce que tu as... Elle n'a pas 14 ans, sa copine couche tout le temps, son frère couche déjà aussi à 15-16 ans. Moi, je pense qu'elle est plutôt... Ils sont au lycée. Ouais. Mais est-ce que tu accompagnais tes parents chez le gynéco ou chez l'urologue? Alors, c'est moi qui ai dû annoncer à ma mère qu'elle faisait sa ménopause. C'est pas le... Pourtant, j'avais 31 ans, tu vois, mais c'est pas... Même comme ça, c'est pas le meilleur souvenir que tu puisses avoir. Tu vois. Ouais, il n'y a pas d'âge pour ça, ouais. Donc, oui, c'est le genre de trucs qui sont arrivés. Et encore, je pense que la ménopause, c'est un peu moins gênant que les mycoses. Mais, oui, mais le problème, c'est qu'il faut trouver le mot en arabe, quoi. La scène est particulièrement gênante, je trouve. Et si on n'a pas compris, on entend les parents faire l'amour, parce que comme ils sont sourds, ils s'entendent pas. C'est ça. On entend tout depuis la chambre. La scène où le père met sa main sur la gorge de la fille pour entendre les vibrations, c'est vrai. Oui. C'est quelque chose que les sourds font vraiment et qui sont capables en fait de faire la musique, ce qu'on n'imagine pas vraiment. Et il y a des sourds qui font de la batterie et qui font parce qu'ils sont capables de ressentir les vibrations à un point qu'on n'imagine pas nous. Et, mais justement sur cette scène, c'est ce que je disais, je l'ai trouvé, c'est celle que j'ai trouvé une des plus fortes du film, parce que c'est le moment où tu te rends compte que même s'ils n'entendent pas, ils arrivent quand même à entrer dans ce monde de la musique qui est le chant pour la fille bélier. Et c'est pour ça que je trouve cette scène-là c'est une de celles qui m'a le plus touché. C'est de voir partage. Je suis d'accord avec toi, je la trouve très bouleversante, elle est très touchante. Ouais, c'est ça, hein, il y a des scènes qui sont très très touchantes. Alors c'est vrai que c'est fait au marqueur. Surtout le début, on entend bien les sons très forts pour montrer qu'on va parler du son. Et il y a aussi le passage, moi je me souviens d'un truc qui m'a marqué, l'ouverture en fait. Quand elle part de chez elle, elle est la seule à faire du bruit. Hein. On comprend assez vite qu'ils sont sourds, donc quand elle les insulte, quand elle a le dos tourné pour se marrer, pour faire la tête. Voilà, c'est marrant. Salut les connards. Salut les connards, voilà. Et après elle part et il y a ce casque rouge qui est le seul élément de couleur vive dans toute la DA, dans tout le décor et tous les costumes, enfin dans toute la colorimétrie qui est assez neutre, assez. Donc là on va voir que en fait le son est très important pour elle et c'est presque son évasion et ça raconte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont marquées. Voilà. Moi à la fin quand elle fait l'aller-retour, quand elle sort de la voiture, qu'elle marche 2 km pour aller chercher ses parents et ensuite elle remarche 2 km pour partir, j'ai trouvé ça un peu lourd par moment tellement c'est surligné, mais c'est vrai que voilà. Tout est comme ça, mais du coup, je trouve qu'il y a quand même la réalisation dit ce qu'elle veut dire. Elle utilise le cinéma pour dire ce qu'elle veut dire. C'est un peu c'est un peu compliqué par moment, mais ça c'est plus le côté sirupeux, le côté guimauve un peu du film qui veut ça, mais je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même au niveau au-dessus d'un téléfilm, quand même, ça va, il y a du travail de fait. Oui. Au final, moi je l'ai préféré à Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple. Tu vois, alors là, oui, c'est pas comparable, oui. Mais en même temps, Conan, je comprends, c'est de la science-fiction. Quelqu'un à Radio France qui dit que c'est un bon choix de chanson, notre ami Sardou, oui, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Et surtout que le choix qu'elle prend à la fin, donc de chanter Je vole, n'a de sens et d'impact que si tu connais son histoire familiale, en fait, et ce qu'elle est en train de faire. Donc, je trouve que... Oui. Pour nous, ça marche super bien, mais je pense pas que pour les arbitres, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Elle dit ça marche. C'est ça, ça marche super bien, mais en fait, non. mais je pense que ça marche. Alors, si j'en crois tout ce qu'on a vu comme télécrochet depuis une dizaine d'années, apparemment, si tu ressens vraiment l'émotion, elle se transmet. Donc peut-être aussi que ça peut se ressentir du point de vue du jury. Oui. Et moi, très honnêtement, comme Nireda disait tout à l'heure pour
le moment où il touche quand elle chante, la scène de la fin où elle adresse sa chanson à ses parents et où elle exprime qu'elle quitte le nid familial, etc. Je l'ai trouvée émouvante. En fait, pour moi, s'il y a 2 scènes émouvantes, c'est celle où il la touche quand elle chante et celle où elle dit au revoir à ses parents et qu'ils perçoivent ce qu'elle leur adresse. Et vraiment, et en fait, il y a 7 ans, j'avais gardé un souvenir un peu ému. Quand je l'ai re-regardé, là, je comprenais pas pourquoi. Et finalement, j'ai compris, c'est cette dernière scène que je trouve assez délicate, finalement. Peu importe le truc de Radio France. Effectivement, il y a une inadéquation avec ce qui pourrait se passer avec Radio France, mais il y a quelque chose du lien familial et de la séparation à l'adolescence, enfin, justement, pour voler vers sa vie de jeune adulte, qui est bien fait. Par contre, rassurez-moi, le film n'est pas classé dans les comédies, parce que en soi, il est plus. Il m'a pas fait rire une seconde. Ah bon ? Je suis entré dedans. Il y a des petites scènes quand même de. Non ? Ah ouais. Ouais, mais appeler ça comédie, j'ai trouvé ça un peu fort. Oh, c'est une comédie dramatique, si tu veux, mais c'est pas une tragédie, quoi. Hein. On a une réaction de chat qui nous dit j'ai pas vu ce film, j'ai jamais eu envie, mais si ça arrive à raconter quelque chose, pourquoi pas essayer. Je pense que arriver à raconter quelque chose, on est en plein dedans quand même. Ah oui, bah là ça raconte. Très clairement, oui. Ouais. Ça y va au surligneur, mais ça raconte pas mal de choses. Ouais. Est-ce que c'est plus drôle que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou pas ? Du tout. Non, pas du tout. Ben, il faudrait que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu soit drôle pour ça. Voilà, quand tu pars de -1, c'est ça. C'est assez difficile comme échelle de comparaison. Alors, on n'a pas parlé du handicap aussi, ou alors très très vite fait sur les sourds muets, mais au début, c'est ça. Bon. Le fait qu'il soit joué par des valides. En l'occurrence, il y a 2-3 idées autour de l'inclusion de la diversité. Il y a les handicapés, il y a la meilleure copine rousse qui a un succès de dingue. Enfin, il y a plein de petits clichés. En fait, il y a plein de clichés dans ce film. Voilà, sur les représentations qu'on a et qu'il reprend à son compte et sur lesquels il grossit un peu le trait. Bon. En même temps, des clichés dans les films, bon. Ouais. C'est vrai que si on connaît les films d'ado, on a un peu tous les clichés, la populaire, celle qui drague les mecs et tout. Effectivement, on a beaucoup de choses. Bon, on parle de clichés, on va basculer sur autre chose qui joue avec les clichés. On part à l'international avec le prochain film, un film qui a cartonné dans le trio de tête du box-office mondial, mesdames et messieurs. Alors, c'est pas un film français. Voilà, je suis désolé. Voilà, c'est un film qui a créé la surprise pour les non-initiés, puis même en général, tellement il était peu attendu. Voyons si vous allez le reconnaître. Ça va aller assez vite, hein, mais pendant l'extrait de son, vous pouvez peut-être jouer dans le chat pour savoir si vous le reconnaissez. Non, ce n'est pas un infomaniac, je vous aide. Non. On lance l'extrait. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Hey, that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now! They call themselves the Guardians of the Galaxy. Alors non, ce n'est pas Expendables 3, ce n'est pas Cats non plus. Oui, ça a été spoilé dans le nom de la bande-annonce. Ce sont les Gardiens de la Galaxie. Ça aurait pu être Reservoir Dogs aussi, parce qu'eux aussi passent Hawkeye on Feeling, hein, aussi. Donc voilà. Mais non, les Gardiens de la Galaxie qui étaient 3e au box-office mondial avec un petit 773 millions de dollars réalisés. C'est pas dégueulasse, ça va. Petite somme. Rondelette. Pour l'info, le premier c'était Transformers, l'âge de l'extinction, et derrière il y avait Le Hobbit, la bataille des 5 armées. Perso, je voulais pas revoir Le Hobbit. Pas surpris de voir Transformers en première place. Ah ben Transformers, ça cartonne, hein. C'est comme Fast and Furious, on se rend pas compte. Une planche à billes, hein. On se rend absolument pas compte. Et c'est un film qui est sorti la même année que le Captain America, le Soldat de l'hiver, ouais. Et qui l'a défoncé, enfin qui l'a dépassé.
pas de grand chose, mais qu'il a quand même dépassé. Donc il est plus fort. Les Gardiens de la Galaxie sont plus forts que Captain America. On peut le dire, c'est officiel. Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Un gars qui réalise le prochain Gardien de la Galaxie. Alors je crois qu'ils ont changé le titre du prochain opus. Ils appelleront ça Suicide Squad, je crois. Mais c'est le même film, le même scénar et les mêmes persos. Et ça va sortir. Mais il va aussi réaliser le 3e Gardien de la Galaxie finalement, un volume 3. Les Gardiens de la Galaxie avec une équipe de foufous. Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord. Chris Pratt dont la carrière explose en 2014, parce il sortait de Parks and Recreation. Il double la grande aventure Lego. L'année suivante, en 2015, il est dans Jurassic World. Donc Chris Pratt qui a fait de la muscu et qui devient Star-Lord, l'aventurier spatial, le pirate de l'espace. Zoé Saldana en Gamora, la fille du dictateur génocidaire. Dave Bautista qui joue, j'allais dire un catcheur, oui, en gros c'est ça, un espèce de guerrier qui a pas grand chose dans le citron, Drax effectivement, et un peu, c'est ça, un peu barbare, c'est un peu le berserker de l'équipe. Bradley Cooper qui double Rocket Raccoon, le raton laveur surdoué, expert en armement et qui aime bien faire des blagues. Et enfin, on a Vin Diesel qui joue le rôle de Groot, une espèce d'être organique, arbre, aux multiples talents et multiples pouvoirs, mais qui ne peut prononcer que 3 mots. Je s'appelle Thierry. Non, je s'appelle Groot. C'est pas loin, à une lettre près. Et avec eux aussi, on a Karen Gilliam, que peut-être notre ami Conan connaît, puisqu'elle a joué dans Doctor Who. Légèrement. Légèrement. Du 10e Docteur, mais vraiment léger. Ça, à peine, hein, mais c'est vite fait, quoi. Voilà. On a aussi Glenn Close qui vient faire un coucou et Benicio del Toro. Donc du beau casting, voilà. Et donc on va suivre une équipe d'aventuriers qui court après une orbe et qui fout le bordel parce qu'ils sont pas très doués. Et donc ça va être un chaos intersidéral. C'est le cas. Et ils vont empêcher la destruction d'une planète aussi. Ils vont se voler, ils vont ils vont s'évader de prison. Ils vont aller négocier, voler, se faire voler, s'arnaquer les uns les autres. Enfin bon, bref. L'aventure dans l'espace, j'ai envie de dire. Pour parler d'aventure dans l'espace, il nous faut un pirate de l'espace. Je me tourne vers Nireda parce que voilà, t'as une belle tête de pirate de l'espace. Ouais, et puis, de toute façon, l'icône parle d'elle-même, je suis grand fanboy de Marvel. Oui, alors, ceux qui ne voient pas, ceux qui sont en podcast, il a un A Avengers en tant qu'icône, en tant qu'illustration. Ouais. Voilà. Non, mais on commence avec la vie du fanboy, comme ça après on va descendre sur la hype peut-être. Les Gardiens de la Galaxie, déjà comme tu le dis, il faut le remettre dans son contexte. Il sort alors je sais plus si c'est après ou entre Captain America et le Thor, qui sont tous les deux des suites, et on est un petit peu dans donc faut savoir que ça fait partie de Marvel, et Marvel, donc il y a ce MCU, mais Marvel Cinematic Universe, qui est une espèce de série de films. Alors on aime ou on n'aime pas, moi perso j'adore, mais c'est vrai que du coup on se retrouve dans cette période où on n'est que sur des suites du MCU. Et on se retrouve dans une période en 2014 où si on n'a pas trop suivi les autres, on commence un petit peu à être perdu dans cette histoire de Marvel. Et les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu décroché, et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi, parce que c'est un film, c'est pas une suite, c'est un film à part entière. On n'est pas sur cette histoire d'Avengers, on est vraiment sur les Gardiens de la Galaxie, et c'est un peu, on repart de zéro, et je pense que c'est pour ça qu'il a bien marché ce film-là. Au-delà de l'humour un peu absurde de Marvel, et surtout dans les Gardiens de la Galaxie où, comme tu dis, il court après l'orbe, c'est un objet mythique et ultra puissant, et le gars il le fait tomber par terre alors que c'est censé être une scène épique. Et je pense que, moi j'ai vraiment aimé ce film, j'ai vraiment aimé le revoir, et c'est le film que je recommande aux personnes qui veulent se mettre au Marvel Cinematic Universe, parce que c'est un bon film qui se regarde à part. C'est un bon film aussi pour rentrer dans le MCU, parce que c'est la première fois qu'on entend parler de Thanos, qui est le grand méchant de la suite de toute cette histoire de pierre d'infinité. J'espère que j'ai perdu personne.
Non, c'est très très bien. Effectivement, c'est un film frais, un film qui était sorti en été. Moi, je me souviens, je l'avais vu en été au Cinoche. Et j'avais été très très surpris par son ton, parce qu'il casse le côté sérieux des super-héros qui doivent sauver le monde. D'habitude, d'habitude les super-héros ils sont super sérieux. On avait Captain America qui doit sauver le monde, on a Thor qui se prenait vraiment très au sérieux avant Ragnarok. D'ailleurs, oui, c'est ça. C'est peut-être un film qui enclenche un tournant de par son succès. De héros pas sérieux. C'est le genre de film qui a permis de financer Deadpool plus tard, par exemple. Oui. Deadpool qui est à l'état de court-métrage pendant assez longtemps. Est-ce que vous partagez aussi cette vision ? Je me tourne. Qui veut prendre la suite ? Laura, par exemple, je vois que ton micro est ouvert. Oui, alors moi justement, j'avais pas vu Les Gardiens de la Galaxie au moment où il est sorti, alors que j'allais au cinéma voir tous les autres du MCU, et je suis allée voir Les Gardiens de la Galaxie après le Avenger Infinity Wars, je crois qu'il s'appelle, où ils apparaissent donc aux côtés des autres Avengers, et je me suis dit que j'avais raté quelque chose, et donc j'ai enchaîné les deux, et je rejoins Nireda. Il est très frais, il est très agréable, ils se prennent pas au sérieux. On avait vu quelques bribes de ça, un peu dans Iron Man, un peu dans Thor, mais et puis alors pas du tout dans Captain America, qui lui est quand même très 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 sérieux. Et j'ai vraiment apprécié tout l'univers, et que je trouve qu'on rentre encore plus dedans d'ailleurs avec le 2, mais là je saute quelques années. Oui, film très sérieux. Alors je vois que Aristide a mis un petit correctif dans le chat. Il sort après Thor 2 et Cap 2. C'est bien ça, Aristide ? Ouais, c'est bien ça, il sort après. Du coup, je donne aussi mon avis. Vas-y, oui, dans le micro. Allez, soyons fous. Je l'ai vraiment adoré aussi, ce film, et c'est vrai qu'il change, et je trouve qu'il parle de thématiques qui sont assez réel, quoi, parce que ça démarre quand même sur la mort de la mère du personnage principal qui décède d'un cancer, et elle décède pas d'une météorite, d'un truc, d'une explosion, d'un truc fantastique. Elle décède d'un truc qui est réel, qui peut toucher nos proches, qui a sûrement touché quelques-uns de nos proches, et j'ai trouvé ça assez prenant dans l'histoire, même si il y a des vaisseaux spatiaux, des choses ouf comme ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est une bande de potes, une famille qui se crée, et que c'est un peu un souci qu'on a un peu maintenant sur certains films qui sortent. Je pense notamment à Han Solo, c'est que des bad boys, on essaye de pas les faire trop bad boys, on essaye de tout justifier au niveau de leur action et de leur de pourquoi est-ce qu'ils ont été méchants, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des choses dans un sens ou dans un autre, alors que là c'est vraiment des bad guys, des salopards quand même. Enfin, ils font des trucs un peu. Ils font exploser. Quand ils se bagarrent sur Nova au début, ils foutent un vrai bordel, un truc. Et après, t'as un véritable chemin sur eux-mêmes, sur le fait de se trouver une famille, de se trouver un but, un objectif, et un changement de leurs caractéristiques. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et les effets spéciaux sont vachement bien aussi. Ça, il y a un côté évolution de perso un peu, oui, tu trouves ? Ouais, c'est ça. Je te rejoins là-dessus. Hein. C'est que au début, c'est pas du tout les Gardiens de la Galaxie. Quand tu vois Star-Lord, tu te dis mais c'est le pire des bras cassés celui-là au début du film. Et c'est au fur et à mesure que tu les vois évoluer, et que c'est peut-être ça aussi qui fait que le film a bien marché, c'est que c'est pas des héros au début, c'est des mecs lambda, enfin qui font leur vie. Dire Rocket Raccoon au début, c'est un mercenaire. Son but, c'est d'avoir beaucoup de crédit dans la vie, et il devient gardien de la galaxie malgré lui, entre guillemets. Ouais. Oui, alors ça. T'as aussi. Oui, vas-y. Pardon. T'as aussi l'évolution. Enfin, chacun a une backstory un peu sombre, plus ou moins, et t'as aussi le côté que j'apprécie beaucoup, c'est que ils sont un peu recherchés et détestés par tous et toutes, et que malgré ça, ça reste quand même des personnes qui peuvent, des personnages qui restent, moi que je trouve attachants, même s'ils sont un peu des gros tueurs qui tuent plein de gens et qui sont un peu, c'est chaud quand même le nombre de personnes qui tuent, mais ouais, je suis attaché à ces personnages. Rebecca, est-ce que tu l'as vu finalement ? Est-ce que tu as pu le rattraper celui-là ? Oui. Et comment tu as je trouvé ? l'ai vu, mais
bah, en fait, je suis très décalée par rapport à vous. En fait, pour moi, c'est des films à regarder, mais pas à voir. Ou à voir, mais pas à regarder. C'est-à-dire, enfin, c'est du spectacle. Pour moi, c'est beau. J'ai vu plein d'autres Marvel. Mais j'ai pris plaisir à regarder. C'est d'autres univers, c'est des couleurs, c'est une imagination, c'est de la créativité. Voilà, qui me font plaisir. Après, honnêtement, les scénarios, tout ça, ça m'emmène pas en fait. Mais parce que j'ai pas le background, parce que même si j'ai vu énormément de Marvel, en fait, je décroche et je raccroche à chaque fois que j'en vois un, mais que j'ai pas l'univers et l'ensemble des stories. Mais j'aime regarder. Je trouve que c'est beau et j'aime le talent de ce qui est mis en image et de la façon dont ça m'emmène vers des environnements qui sont pas les miens. Voilà. Et pour ça, c'est talentueux. Et puis, j'ai trouvé effectivement que Chris Pratt était assez musclé et pas désagréable à regarder. Ah, quand même. Un film à voir et à reluquer, donc. C'est ça. On nous dit dans le chat, un certain Thierry Claque, je ne sais pas qui est cet individu. Les effets spéciaux, je trouve que c'est la même bouillie numérique qu'à chaque fois. Il y a beaucoup d'idées à l'écran, mais la technique suit difficilement. Ça manque pas mal d'effets en dur et le numérique se voit tout le temps. Alors certes, mon cher ami Monsieur Claque, je ne sais pas qui vous êtes. C'est vrai qu'il y a du numérique tout le temps, ça se fait sur du full fond vert, mais je trouve que... Alors après, c'est un film qui a un gros budget, hein, on est sur du 170 millions de dollars, je crois, dans le budget estimé. Donc c'est quand même pas dégueu, mais je trouve que c'est quand même très très beau et ça a quand même bien tenu le choc. Là, je l'ai revu pour l'occasion et même 7 ans après, je trouve que ça a quand même de la gueule. Y a des films d'aujourd'hui qui tournent tout en numérique qui ont pas ce rendu-là. Donc il faut quand même lui rendre justice. Et mon regard se tourne vers un film de 4 heures, Director's Cut, qui est sorti récemment, que je trouve assez dégueulasse numériquement, et qui n'a pas 7 ans d'ancienneté, donc qui n'a pas les mêmes excuses. Voilà. Ouais, bah c'est le problème du numérique après, hein, c'est que ça vieillit mal. C'est bien quand ça sort, ça fait plaisir aux yeux, mais tous les effets numériques, ils ont tendance à mal vieillir. Je suis pas totalement... Oui, Aristide ? Je suis pas totalement d'accord. Enfin, Jurassic Park, c'est vachement... Enfin, je parle du premier, il est vachement ancien, les effets spéciaux, ils vieillissent pas mal. Je pense que là, c'est peut-être parce qu'on est dans des ambiances un peu plus sombres et que les effets spéciaux, Enfin, on peut plus jouer sur les textures, on a moins besoin de jouer sur la clarté. Il y a des films qui sont sortis après de chez Marvel, du même studio. Par exemple, Black Panther. Je trouve que numériquement, la fin, c'est vraiment super moche, quoi. C'est super mal foutu. Là, il y a des effets pratiques. Le nombre de prothèses sur les visages qui sont faits, c'est énorme. Des vaisseaux, des maquettes qui ont été utilisées. Enfin, moi, je suis assez impressionné par le travail qui a été abattu par les artistes pour ce film, quoi. Et alors, en dehors de la technique, moi, sinon, ce que j'adore, c'est l'ambiance. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté... moi, ça m'a fait penser à un jeu de rôle. En fait, moi, j'ai l'impression de voir une partie de jeu de rôle, un jeu de rôle SF. Et chacun aurait créé un perso avec un super pouvoir, mais des super désavantages. Par exemple, moi, je suis super fort, mais je suis super bête. Ou alors, moi, j'ai des super pouvoirs, mais je peux pas parler. Voilà. Et on a l'impression que c'est des joueurs farceurs qui ont voulu faire chier le MJ. Et un MJ qui veut se venger et qui leur envoie des trucs dans la face. Et donc ça fait une espèce de chaos comme ça. Alors alors moi je fais un plan. Alors il faut aller activer le générateur, il faut faire ça et puis faut choper la jambe du mec là-bas. Et l'autre qui fait moi du coup je vais activer. Mais tu vas l'activer comme ça. Ouais, je vais appuyer sur le bouton comme ça. Mais vous êtes pas prêts? Tant pis. Et donc du coup ça fout du coup ça met le chaos dans la prison et voilà. Et donc il y a cette ambiance complètement folle. Il peut arriver n'importe quoi parce que c'est le chaos. Ou par exemple moi mon personnage dans son background, dans son historique, il a un défaut, il veut se venger du méchant, donc il appelle le méchant directement, mais du coup il va nous trouver, il va arriver avec son armée, ouais mais au moins je vais pouvoir le tuer, mais non. Et du coup il Je te suis complètement sur ce côté-là, sur le côté un peu JDR, parce que ça suit, tu sens même presque les échecs critiques du personnage, où t'as par exemple donc Chris Pratt, Star-Lord qui arrive, qui fait mais qui es-tu toi? Je suis Star-Lord. Et tu dis qui ça? Mais je te connais pas. Tu as raté ton jet de charisme, mon gars. C'est ça.
C'est bien dommage. Ah. Et il y a le pouvoir de l'amitié à la fin. Enfin, et le pouvoir de l'amitié avec une petite important. vanne sur aussi je suis le héros et ma hache est votre et mon épée est votre et mon arc est votre. Et c'est bon les mecs, ça va. On va se regarder comme ça dans une pièce ou on y va? Comment ça se passe? Ah là 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 là. Bon, un film qui dynamite un peu le genre du super-héros et qui a bien mérité sa place dans le box-office mondial. On va aborder un autre film qui va arriver, qui est lui aussi dans le top 10 du box-office. Un film popcorn, mais pas que. Un peu plus... on va peut-être lever le niveau. On nous propose d'Infomaniac, peut-être. Extrait de bande-annonce pour essayer de découvrir ce film. Alors c'est le spot TV, donc le montage risque d'être un peu rush. Go for main engines. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. 5. I have no idea when you're coming back. 4. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. 3. When you become a parent, 2. You want to make sure your children feel safe. 1. I'm coming back. When? I love you forever. Potentially habitable worlds right within our reach. Could save us from extinction. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage against the dying of the light. All right, Enrique! Yes, you are. We'll find a way. We always have. Ouais, je vous ai prévenu, il y avait des transitions un peu brutales. Est-ce que vous l'avez trouvé dans le chat? Ah là 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 là. Bon, visiblement, non. C'était un film incroyable, un film de 2h49. Film, non, c'est pas Jumanji, non, pas le chat. Alors, le chat est vraiment farceur ce soir. Interstellar de Christopher Nolan, l'homme qui devait sauver le cinéma en 2020. Vous vous souvenez avec Tenet? Bon, finalement, ça a pas... Bon. Du coup, il va essayer... sauver le cinéma, c'est trop dur. Du coup, il va essayer de sauver l'humanité. Voilà, avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, John Lithgow. On a même Timothée Chalamet, quand même. Casey Affleck, Michael Caine et Matt Damon. Un casting foufou, un casting interstellaire pour cette histoire dans l'espace. Ce film qui rappelle énormément un certain 2001, l'Odyssée de l'espace. On va suivre les aventures de Cooper, qui est un ancien pilote, mais qui est obligé de travailler en tant qu'agriculteur, car dans ce futur proche, on n'en voit plus les gens dans l'espace, c'est fini, c'est vieux tout ça, c'est dépassé l'espace. Par contre, on a faim, le climat a tout changé, les cultures pourrissent, il y a des tempêtes de sable et donc il faut nourrir la population et on a besoin d'agriculteurs. Et donc les gens qui ont des diplômes font agriculteurs pour essayer de nourrir la population. Mais ça ne suffit pas et la planète meurt à petit feu. Et un beau jour, alors qu'il capture un drone et il s'aperçoit qu'il y a des anomalies un peu près de chez lui, ce Cooper va découvrir une base cachée de la NASA pour laquelle il bossait, et il va s'apercevoir que la NASA qu'on croyait disparue ou éteinte, en fait, prépare un plan d'exploration vers d'autres planètes à travers un trou de verre pour atteindre d'autres systèmes solaires et trouver des planètes habitables pour sauver l'humanité, pour aller Mini Cooper, on me dit non, le chat n'a aucun respect, c'est vraiment dégueulasse. Et donc Cooper va partir donc à la recherche avec une expédition spatiale pour essayer de trouver des planètes habitables et donc appeler et sauver l'humanité pour trouver une destination pour les colons et pour les réfugiés de la planète Terre. Un film spatial, un film avec de la gravité, avec de la relativité, avec du temps, de l'espace, des allers-retours dans le temps, parce que on a notre ami Christopher Nolan qui aime bien explorer la notion de temps. Hein. Si vous avez vu Dunkerque aussi, par exemple, au hasard, on sait qu'il aime bien ça. Tenet aussi, il aime bien rembobiner, il aime bien ça aussi.
un film qui en a laissé quelques-uns perplexes, d'autres non. Un film qui a des effets spéciaux plus réussis que Les Gardiens de la Galaxie, visiblement, puisqu'il a remporté l'Oscar des effets visuels en 2015. Je me tourne vers une exploratrice, Interstellar, Laura. Comment as-tu trouvé ce film de Christopher Nolan, Interstellar ? Alors moi, je l'avais pas vu il y a 7 ans, donc ça fait partie de films que j'ai découverts cette semaine, donc. Et je suis très partagée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant, j'étais complètement dedans, mais complètement au point que j'ai eu mal au cœur dans certains voyages, parce qu'il y a des voyages quand ils se mettent à faire tourner le vaisseau pour y mettre de la gravité, j'ai commencé à vraiment j'étais dedans, j'étais vraiment dedans. Et en fait, depuis que je l'ai fini, j'ai trouvé le message sur l'amour filial ou l'amour parental plus fort que tout, etc. Absolument magnifique. Et ben en fait, je suis plongée je suis très perplexe sur le paradoxe du temps, où j'arrête pas de me refaire le film en boucle en me disant non mais en fait ce qu'il dit, est-ce que c'est vraiment possible parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc je suis très partagée. J'ai passé un excellent moment et pourtant comme tu l'as dit c'est un long film. J'ai eu peur en le lançant et j'ai pas vu les 3 heures passer vraiment. Mais après ça pose des questions ça pose beaucoup de questions. Ah, ça c'est oui, ça les films de Nolan, oui, il aime bien que le spectateur se pose des questions. Ça c'est un petit truc. Je me pose presque plus de questions qu'après Inception, c'est dire. Ah oui, ah ouais, quand même. Pourtant, le paradoxe espace-temps, j'ai du mal. Pourtant, les films de Nolan passent leur temps à t'expliquer ce qui se passe. C'est même un des défauts qu'on reproche souvent à Nolan. J'arrive pas à dire son nom finalement. C'est Christopher Nolan, oui. Et qu'on reproche souvent à ces films, c'est que ces personnages passent leur temps à t'expliquer ce qui se passe. Donc tu peux pas être perdu. Le problème, c'est que c'est délivré d'une manière tellement prends ça dans la gueule, voilà, ça marche comme ça. Et si t'as pas suivi ou si t'as raté un paragraphe, t'as raté une ligne, t'es perdu. Non, j'ai bien compris les explications qu'ils donnent dans le film, hein. C'est juste que ça tient pas la route scientifiquement en fait. Pour toi, l'amour ne peut pas être. Non, mais ça part d'une hypothèse simple. L'amour est une énergie qui peut prendre forme solide. C'est ce qui résout le truc à la fin. Donc, si cet énoncé passe, tout le film passe. Si ça passe pas chez toi. Non, je suis pas d'accord que ça tient pas le film. Je sais pas si on peut spoiler, Thomas. Le film a 7 ans. Voilà, Interstellar. Au pire, on aura chapitré et puis beaucoup de gens l'ont vu, mais de toute façon, c'est assez complexe. Et puis non, alors je pense pas que le fait que l'amour sauve tout, j'ai pas trop compris ça. Mais après, c'est vrai que pour tout ce qui est trou noir, relativité, trou de verre et autres, par contre, Nolan s'est entouré de scientifiques. Il a eu des consultants pour vraiment pour justement vérifier la crédibilité scientifique. Oui, sur le wormhole et sur le fait que quand tu es sur la tangente, tu vas pas vivre au même temps que ceux qui n'y sont pas, etc. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Il m'a perdu, et donc attention, je spoil, parce qu'il paraît, on dit dans le chat qu'il faut l'annoncer. Donc, en fait, il m'a perdu quand, à la fin de son périple, il revient dans le passé sur Terre, passer les messages à sa fille, qui sont les messages qui lui ont permis de partir. Et c'est là qu'il y a une boucle temporelle qui, pour moi, ne fonctionne pas, en fait. Alors, c'est le problème des voyages temporels. Ouais. C'est le problème des voyages temporels, mais du coup, c'est pas un problème, puisque et le truc a été posé là comme ça, et puis oui, ça part de ce paradoxe-là, mais du coup, il n'y a pas de... Là, l'avantage que ça, c'est que ça ne fait pas plusieurs temporalités qui sont en parallèle, pour le coup. C'est ça, il n'existe qu'une seule ligne temporelle dans laquelle on a fait une boucle et puis on continue. Il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est marrant que vous soyez... C'est juste moi, alors. Après, vous êtes à fond dans l'histoire. Ouais, Rebecca, elle n'est pas à fond dans l'histoire, elle. En fait, moi, c'est un film à trous pour moi. C'est-à-dire que je le trouve très, très beau. Esthétiquement, c'est magnifique. J'ai adoré voyager. La musique est dingue. En plus, elle arrive très, très vite. Au bout de 5 minutes, je crois, elle rentre dans le film et elle est belle. Le lien, encore, on revient sur ce lien. D'ailleurs, c'est pas de ma famille Bélier, le lien père-fille, etc.
Mais toutes les histoires en lien avec les trous, l'espace, etc., moi, je n'ai rien compris. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est toi, Nireda, tu disais on comprend tout. Je dois être un peu con parce que moi, je ne comprends rien, en fait. Et donc, j'ai plutôt regardé le spectacle. Non? Enfin, Non, que mais c'est après, explicité, etc. j'ai Et Non, vas-y. tu dis quoi? Après quoi? Non, mais En fait, voilà, en non, fait, moi, pour j'ai moi, assisté à des cours de physique avancée à l'UNIF. Tu vois, voilà, donc c'est c'est ça. des choses que je connais. Ouais. Donc, du coup, Voilà. quand tu vois le trou noir dans le film, c'est pas juste une bête photo de trou noir, c'est une modélisation mathématique d'un trou noir qui a été généré par un ordinateur à partir d'équations mathématiques données par un vrai scientifique. Et sinon, tu Bah peux voilà, tu vois, moi, j'ai pas assisté. C'est ça. Il y a quand même un coup, ça peut... prérequis pour bien tout comprendre, en fait. Mais ça peut pas t'impressionner si tu sais pas ça, quoi. Tu vois. Oui, effectivement, la représentation du trou noir, il s'est entouré de scientifiques pour que ça soit très représentatif et pour se rapprocher le plus de ce qu'on imagine être un trou noir. Mais bon, après, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue d'artiste. Mais après, bon, moi, j'avoue que 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai pas tout compris et pourtant, j'adore ce film. Donc, est-ce qu'on peut quand même aimer ce film sans même se poser la question de la crédibilité scientifique du film? Il en reste pas moins qu'il a quand même pas mal de longueur. Donc, Rebecca, oui. Ouais, en fait, moi, c'est la question que je me suis posée à la fin. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Je l'avais vu il y a 7 ans et je l'ai revu là pour me rafraîchir. Et en fait, c'est un film qui m'emmène dans l'émotion, dans l'amour filial. Moi, je suis très, très troublée de voir McConnelly pleurer comme ça, parce que je l'aime bien, je trouve que c'est un grand acteur, je le trouve très crédible. Oui, j'ai aimé et pourtant j'ai compris la moitié probablement de tout ce tout ce qui était le dur du film, mais j'aime le lien, voilà, et ça me suffit entre ça, la musique, le spectacle. Voilà, c'est un bon moment. Moi, je voudrais rajouter quelque Laura. chose. Moi, je suis tombée en amour des personnages des robots. J'ai trouvé, alors moi je suis une fan de science-fiction et j'ai un background scientifique aussi, donc il y a pas mal de choses que j'ai pas eu de mal à comprendre, ou en tout cas à me projeter, mais j'ai trouvé cette vision des robots, Case et Tars, j'ai adoré cette vision-là de ces robots protéiformes, pas humanoïdes dans la forme, mais à qui tu peux mettre une dose d'humour, etc. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial et pour moi, ils font vraiment partie des personnages du film. Oui, il y a une belle vision de la SF. D'ailleurs, le truc le plus SF, c'est ce robot, parce qu'après, dans l'ensemble, tout ce qu'on voit de l'espace, bon, alors c'est des fusées plus grosses et qui vont peut-être un peu plus loin, mais il n'y a pas un cap technologique. On a l'impression sur les fusées, on a l'impression que c'est quelque chose qui fait. Sur la technologie terrestre, il y a rien, quoi. Il y a rien. Ils ont un vieux pick-up truck. Enfin, franchement, il y a rien sur la technologie terrestre. C'est ça. Non, mais je pense qu'il y a plus rien en fait. C'est ce qui explique le film, c'est qu'avant il y avait, mais un nuage de champignons a tout détruit au fur et à mesure. Alors là, c'est parce que ils ont, je me souviens plus de la maladie, mais c'est le mildiou. C'est le mildiou. C'est un truc qu'on a. Il y en a aussi, ça bouffe les vignes aussi de temps en temps. Enfin, mais c'est ce qui a créé la famine en Irlande en 1914 en détruisant les pommes de terre. Voilà. Donc après, c'est un scénario crédible, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un film en plus qui s'ancre dans son époque et qui encore, je trouve, sur le plan écologique, il est d'actualité, sur le fait que le climat va nous tuer si on fait rien. Enfin, alors là, lui dit que il y a peut-être une solution B, on peut se barrer. Bon, en fait, il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas. Mais par contre, le fait que on abandonne l'espace, on arrête de tourner les yeux vers l'espace pour se consacrer à la Terre et essayer de faire de l'agriculture ou pas, c'était un questionnement de l'époque, parce que c'était il y a 7 ans, alors du coup, mais le temps de l'écrire, de le monter, tout ça, il y avait une dizaine d'années. C'était une époque où la NASA était un peu laissée de côté, la NASA savait pas trop quoi faire. Et il n'y avait pas les SpaceX, on pensait pas à Mars à l'époque, ou alors peut-être envoyer des sondes, mais il n'y avait pas ce rêve de conquête spatiale encore, on l'avait laissé de côté parce que ça coûtait super cher. Et donc ça montrait un peu ça, cette absence de rêve. On fait, bon écoutez, votre fille elle veut devenir ingénieure, c'est bon quoi, elle nous saoule, vous étiez pilote, c'est bon, allez conduire un tracteur. Il y avait ce côté, on laisse la technologie de côté, qui était parce qu'on arrête de rêver ou pas, et finalement cet engouement
entre guillemets populaire pour repartir pour la conquête spatiale, c'est très récent. Oui, et c'est alors déjà ça résonne quand même vachement avec ce qui a été dit récemment par une mère qui dit qu'il faut arrêter de rêver d'aérien, ce que je trouve complètement dingue. Mais en fait tout cet engouement qui est revenu, il est revenu piloté par du privé et ensuite ils se sont rendus compte qu'au niveau populaire ça suivait et donc on se retrouve à envoyer maintenant des astronautes dans des fusées opérées par des entreprises privées, ce qui est il y a 7 ou 10 ans était complètement impensable aussi. Donc, donc il y a, c'est aussi l'avantage de Nolan, moi je trouve, c'est qu'il est souvent sur des questionnements de l'époque quand même assez en résonance. Donc, mais ça reste un film moi qui m'a transporté. Comme le disait Rebecca, la musique est juste hallucinante et toujours au bon endroit au bon moment. Un homme a pas peur de pleurer et j'ai quand même une question sur la phrase de fin, comment la fille elle peut savoir où est Anna Sawai, mais et ce que j'ai trouvé aussi très bien, c'est l'analyse du ressenti de ces gens perdus dans l'espace en fait et de cette volonté. Enfin pour moi c'est un film sur l'instinct de survie. Oui, c'est un film vraiment énormément. sur l'instinct de survie et sur ce qu'on est capable de faire. Alors l'instinct de survie pour soi et l'instinct de survie pour ses enfants. Et on voit bien les différents mécanismes dans les personnages qui sont vraiment motivés pour eux-mêmes quand ils n'ont pas d'enfants et pour leurs enfants quand ils en ont. En effet. Alors oui. Qui c'est qui parlait? Non, Nireda, oui, vas-y, t'as rien dit encore. T'as pas trop parlé. C'est vrai que c'est ce que tu disais la question il y a le dilemme à un moment de est-ce que je reviens pour ma famille ou est-ce que je pars pour l'espèce en fait. Comment on fait? Alors, après, vas-y, c'était un truc. Il y avait une question pour Conan dans le chat, mais on pouvait attendre que t'aies fini de parler. Alors, dans le chat, on a un certain Thierry Clac, que je sais, visiblement, ce monsieur est très actif, qui est au milieu des blagues avec tout le monde, voilà. Par contre, Conan, je ne suis pas du tout d'accord avec le si tu sais pas, alors, si tu sais pas ça, tu peux pas comprendre, entre guillemets. Il n'est pas trop d'accord avec cet argument-là parce qu'il dit que le boulot du cinéaste, justement, c'est toucher les gens, connaissant par cœur tel ou tel sujet, ça leur offre une plus-value, mais c'est plus aussi le film est censé s'adresser à tout le monde. C'est assez difficile de lire les écrits des gens, dis donc. Embarquer des gens qui, justement, ne connaissent pas forcément les spécificités du sujet. Donc il trouve pas que cet argument, justement, quand tu fais du cinoche, on n'est pas obligé de comprendre toutes les considérations techniques. Il dit non, c'est pas ça. Oui, non, mais parce qu'il sait pas ce qu'il écrit. Il écrit le Big Deal. Juste avant, il écrivait le Big Deal. Donc non, voilà. J'ai pas dit si tu ne comprends pas, j'ai dit si tu n'acceptes pas. C'est deux choses différentes. Si tu n'acceptes pas les théories scientifiques qui sont dans le film et qui sont stupides, la plupart sont purement théoriques. Il y a pas de réalité tangible derrière. Si t'es pas embarqué par ça, tant pis, ça marchera pas. T'es pas en cause, t'es pas coupable, ça va pas marcher sur toi, ça veut pas dire que tu es moins que quelqu'un d'autre. C'est pas une question ni d'intelligence, ni de compassion, ni d'empathie. C'est juste, ça va pas marcher sur toi, c'est pas grave. Ah là là, tant pis. Nireda, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi je vais dire un truc, me tapez pas, mais autant le film j'ai trouvé très intéressant, autant je me suis fait chier. Franchement, le film est... Alors, il y a des moments super intéressants, il y a des scènes incroyables, je trouve la réflexion très poussée, mais je trouve que c'est long. Les 3 heures, j'ai vraiment senti, et pour vous dire, la première fois que je l'ai vu, je me suis endormi devant, très clairement, et quand je l'ai revu, je me suis rendu compte que je l'ai pas vu en entier le film. Et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher sur... Il y a des scènes où il y a des passages où je me dis « Ah là, c'est génial !» et il y a des passages où je trouve que ça traîne en longueur, mais c'est normal parce que ça pose le décor, et quelque part, il y en a besoin de ces scènes-là, mais j'ai eu du mal vraiment à accrocher au film. À la fin, je me dis « Ah, il s'est passé un truc, il y a eu un énorme moment de réflexion, j'ai voyagé certes, mais pendant le film, il y a des moments où je me suis dit « Waouh, c'est pas laborieux, mais j'avais du mal à me plonger dedans. J'ai pas eu ce voyage comme t'as eu, Laura. Ah là là. Moi, je veux parler un peu, vu que j'ai pas du tout parlé. Je suis pas totalement un peu d'accord avec tout le monde. Alors déjà sur la musique, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. Je trouve que l'OST là, c'est magnifique. C'est du grand Zimmer. C'est ça, Sam Zimmer à la musique, hein. Oui. Oui.
Et ensuite, il y a une chose qui est arrivée, parce que moi je suis un grand fan de Christopher Nolan, et là c'était un peu un film de la cassure entre guillemets. Alors pas parce que je comprenais pas ou je croyais pas, parce que sur plein de films t'as des suspensions de crédulité et tu peux accepter certaines choses que tu comprends pas. Mais ça a été un film où j'en avais rien à faire des personnages, de ce qui leur est arrivé. Alors je dis pas que c'est mal écrit, c'est peut-être moi personnellement que c'est des histoires de vie, des parties de vie qui m'intéressent pas, mais quand j'avais regardé Inception, je voulais savoir ce qui se passait pour Leonardo DiCaprio, pour la suite de sa vie, pour tout ça. Quand je regardais les Batman, j'étais à fond dedans. Quand je voyais le Prestige, je comprenais la quête, l'envie, la solution. Là, j'étais, faut sauver la Terre, mais j'étais pas à fond dedans et j'ai pas réussi à m'impliquer, à me sentir impliqué dans ce film, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est... Après, je dirais pas que je l'ai trouvé pourri, hein, mais il m'a pas impliqué, quoi. Ah là Ce là. sera difficile quand même de dire qu'il est pourri, non? Ah oui, non, il est bon, mais il manquait un truc, ou alors il y avait des trucs en trop. Enfin, je saurais pas dire quoi, mais non. Toute la partie avec Man, toute la partie avec Man était vraiment trop, quoi. J'en pouvais plus. Qui est donc celui qui s'appelle Man. Il y a un scientifique qui s'appelle Man qui est joué par Matt Damon. C'est Matt Damon. Ah, ok. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Non, je reconnais que c'était un peu téléphoné, en fait. On voit tout de suite avec le robot cassé. Enfin, on est capable d'écrire le scénario de cette partie-là, alors que d'habitude, Nolan, j'ai plutôt du mal à voir où il veut en venir. Ah là là. Seul sur Mars, c'était sorti longtemps avant ou après Parce qu'il y a une période où il faisait beaucoup de films dans l'espace. Seul sur Mars, il me semble que c'est sorti après Seul sur Mars. Tu me poses la question 2015. Maintenant. Seul sur Mars. C'est sorti après. Ouais, c'est ça, c'est 2015. Hein, c'est l'année suivante. Voilà, il avait une période Mars. Voilà. En fait, c'est le préquel. En fait, le Seul sur Mars, c'est le préquel de ça. En fait. Évidemment qu'il galère Seul sur Mars, parce que quand tu vois ce qu'il fait à Matthew McConaughey, bon, bref. Sur ce, après Interstellar, c'est pourri. Mon petit cœur se brise quand j'entends ça. Voilà, j'ai envie de me barrer, de claquer la porte. On n'a pas dit pourri. Moi, j'ai pas dit que c'était pourri. Hein. J'ai dit que je me suis pas senti concerné, mais j'ai pas dit que c'était pourri. Au contraire, je reconnais. Je crois que t'as dit c'est pas pourri. C'est pas. Ouais. Je dirais pas que c'est pourri. Merci beaucoup. Sur ce film, je ne saurais toujours là pour t'enfoncer là. Interstellar. Allez, on va essayer d'avancer. On a un peu de retard et on prend notre temps en plus. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'épisode derrière, donc on en profite. Mais enfin, ayons un peu pitié pour la technique et pour notre ami Flavien. Alors bon, tant pis pour ce film Interstellar que je recommande quand même d'aller voir sur grand écran. Voilà, parce que c'est quand même. Voilà. Ah oui, alors Flavien s'en fout. Flavien il nous dit que tant qu'il y a Koh-Lanta, ça va, parce qu'il aime pas Koh-Lanta et donc il ne sera pas obligé de le regarder avec sa copine pendant ce temps-là. Très bien. Bon, ok, on note. Bon, il faut tenir jusqu'au conseil, les enfants. Voilà. Prochain film plus avancé, plus dynamique, hein, peut-être moins contemplatif. C'est le cas de le dire. Un film d'animation, parce qu'on a des fans d'animation dans l'équipe. C'est parti. Saurez-vous le retrouver dans le chat? Morning apartment, ready to start the day. Jumping jacks, hit 'em. 1, 2, 3. I am so pumped up. Yes, overpriced coffee. That's $37. Awesome. Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song. It's cool when we're part of the team. Everything is awesome. No, guys, wait up. Where am I? Come with me if you want to not die. What is happening? You're the special, and the prophecy states that you're the most important person in the universe. That's you, right? Yes. That's me. Relax, everybody. I'm here. Batman? Awesome! Who are you here to see? I'm here to see your butt. Oh my gosh! Pow. Wham. First try. Lego Movie, tout est super génial. La meilleure BO de tous les temps. La BO qui tape bien sur le système et qui en donne envie de tuer quelqu'un.
Mais tellement. Si vous avez des enfants ou des petits frères, vous connaissez la chanson. Ah oui. Trop. Dessin animé américain de Phil Lord et Christopher Miller. Pub géante pour des Lego. Voilà, même si le mot Lego n'est jamais prononcé, c'est quand même donc ça, un film en image de synthèse, mais fait avec un petit rendu pour que ça fasse réel. Je trouve que ça a plutôt bien vieilli d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. On va suivre, d'ailleurs, avec Chris Pratt. On revoit Chris Pratt, dis donc, qui double Emmett, qui est l'homme le plus ordinaire du monde, et qui, du jour au lendemain, va être propulsé dans une prophétie où il est considéré comme le spécial, l'être le plus original, le plus intéressant de la Terre et de la planète, enfin du monde des Lego en tout cas. Et il va être pris dans un conflit entre Lord Business et les maîtres constructeurs, les rebelles qui peuvent construire n'importe quoi à partir de tout ce qui traîne sous leurs mains, alors que Lord Business, lui, il veut suivre le plan, suivre les instructions qui sont dans la boîte, très attentivement. Un gros casting également pour tout ça. Alors en France, nous, on n'a pas été super gâtés, parce que nous, on a eu Arnaud Ducré et Tal pour le doublage. Voilà. Voilà. Mais par contre, côté américain, c'est un peu la folie. Donc Chris Pratt, on l'a dit. On a Will Ferrell en méchant Lord Business. Elizabeth Banks dans le rôle de Lucy. Enfin, Wild Style ou Cool Tag, suivant les versions. Alors Will Arnett, qui est le Batman Lego, qui est finalement le meilleur Batman de tous les temps. Ça, il y aura peut-être débat. Morgan Freeman pour Vitrius. Liam Neeson dans le bon et le méchant flic. Voilà. Et après, on a des petits caméos. On a Channing Tatum et Jonah Hill qui font Superman et Green Lantern, par exemple. Ou Cobie Smulders qui fait Wonder Woman. Voilà. Donc, on a plein de monde comme ça qui vient faire coucou. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette comédie un peu folle? Est-ce que tout s'emboîte correctement? Ou est-ce que ça se démonte facilement? Je me tourne vers... Oui, c'est un métier, vous savez, les transitions, les jeux de mots, tout ça. Voilà. L'aventurier, l'ami de l'animation, Conan de Gallifrey Academy. Alors, moi, je vais laisser tomber toute objectivité derrière moi. Ce film est un chef-d'œuvre. Ce film est un grand film. Ce film, quand je l'ai vu la première fois, il m'a touché, il m'a fait pleurer. Il est incroyable dans ce qu'il raconte. Une petite rectification par rapport à ce que tu as dit. Lord Business ne veut pas suivre le plan. C'est Emmett qui suit les plans. Lord Business veut tout coller pour que plus rien ne bouge. Que ça soit comme dans le plan. Que ça soit parfait. Non, juste que plus rien ne bouge. Il s'en fout que ce soit parfait ou pas. C'est que plus rien ne bouge. Emmett, ouais, mais il veut que ça soit parfait. Il veut que les gens bougent pas. Il met quand même des trucs pour les bouger. Oui, quand il essaye de coller les parents du flic et qu'il lui dit « Allez, levez la main. Non, la gauche. Non, la droite. Non, maintenant vous avez bougé, vous êtes en décalé. Non, on recommence. Bon, allez, lâchez la colle. » Enfin, Et du coup, pour vraiment expliquer pourquoi ce film est génial, je vais devoir entièrement le spoiler et vraiment raconter la fin parce que sinon, c'est pas possible. Je vais laisser quelques secondes aux gens du chat pour partir s'ils ne veulent pas être spoilés. Alors, ils sont déjà pas nombreux, alors ne leur dis pas de partir, Okay. s'il te plaît. En fait, c'est un film sur... On va avoir des problèmes avec Podcastéo après. En fait, c'est un film qui parle de la relation entre un père et son fils. Entre quelqu'un qui est très conservateur et qui veut que rien ne bouge, contre un enfant qui veut tout détruire et tout reconstruire à partir de ce qu'il a. C'est l'histoire d'un système politique oppressant et dictatorial qui impose aux gens de ne plus réfléchir par eux-mêmes et d'être complètement juste des produits de consommation qui sont là juste pour acheter des trucs. C'est-à-dire la chanson qui est banale au possible, même si elle est géniale. Tout est super génial. Alors, moi, je l'ai pas vu en français. Everything is awesome. Everything is awesome. Chanson originale. Nommée aux Oscars de la chanson originale. Hein. Bon, elle n'a pas eu le prix. Oui, mais quand pour même dire nommée. à quel point ils n'ont pas compris le film, en fait. Parce que cette chanson aussi... Ah non, mais elle rentre dans la tête, elle est super efficace, elle est vraiment géniale, cette chanson. Et en plus, dans le film, elle sert vraiment à laver le cerveau des gens, quoi. C'est le leitmotiv de la chanson, comme la série télé Est-ce que tu n'as pas vu mon pantalon qui dure apparemment depuis des années, où la seule vanne, c'est juste que tu l'aurais pas vu mon pantalon. Et ça me rappelle mon enfance, en fait. C'est une ode à l'imagination,
quand on se battait avec des bouts de bois en disant que c'était des sabres laser, ben c'est ça. Et dans le film, tous les bruits de tir, d'explosion et de voitures sont remplacés par des brr brr ou des ping ping ping. C'est vraiment la voix d'un petit enfant qui fait les bruits. Et quand tu vois la fin du film, où c'est en fait juste un enfant qui joue, mais ça prend tout son sens en fait. Et ma scène préférée, et puis j'arrête avec ce film, ma scène préférée, c'est quand le spationaute peut enfin construire un vaisseau spatial. Vaisseau spatial. Non mais j'étais en larmes, je te jure que j'étais en larmes quand il est dans la tour à la fin et vaisseau spatial. Et là personne lui dit non, et regarde autour de lui et c'est vrai, je peux, vaisseau spatial. Et voilà. Ben je le comprends parce que moi j'avais l'âge de jouer avec moi ce qui m'a fait mal c'est qu'il l'appelle l'astronaute des années 80. Moi ça m'a fait très très mal parce que je jouais avec lui. Et ces vaisseaux, moi j'avais la boîte de ces vaisseaux. Donc si tu veux, ouais, moi ça m'a fait très mal parce que moi je faisais des vaisseaux spatiaux aussi, j'avais des bases spatiales en Lego, voilà. Et le truc c'est que je n'ai jamais eu de Lego de ma vie. C'est quelque chose que je n'ai jamais possédé. Tu sors voilà. Mais c'est pas possible de jamais avoir possédé de Lego, ça n'existe pas. La marque, elle existe depuis 1932. Et c'est pas pour ça que j'en ai eu, quoi. Tu as forcément joué au moins une fois quelque part. Mais oui, même chez un ami. Non, mais j'en ai jamais eu, hein, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'en avais jamais touché. Ah oui, pardon. Après, faut dire que c'est pas donné les Lego. Hein. Non, mais je voulais quand même dire que les Ferrari existent depuis 1952, pourtant j'en ai jamais touché une, tu vois. Mais non, c'est un film incroyable. C'est un film qui est intelligent, en fait. Ces deux auteurs sont partis faire Into the Spider-Verse après. Il y a un autre chef-d'œuvre. Ils avaient fait un des meilleurs films de 2019. Il est énorme. Hein. Mais leur précédent film, qui est Tempête de boulettes géantes, c'est aussi un film incroyable. Donc voilà, il y a de l'intelligence, il y a du texte, ça fait rire, c'est bien écrit, c'est profond. Un chef-d'œuvre, je vous dis. Un chef-d'œuvre. Alors bon, là c'était l'enthousiasme, voilà, tu as pris tout le temps de parole, mais on passe à la suite. Est-ce que quelqu'un pourra le contredire ou au contraire, est-ce que vous partagez cet enthousiasme? L'Aristide, toi, est-ce que tu es à fond sur Lego Movie, la grande aventure Lego? J'ai adoré ce film. J'avais quand même un gros, un sale a priori au départ quand même, parce que c'est un film. Mais pareil. Vu mes convictions, c'est quand même un film sur des Lego qui est vu par une grosse corporation avec l'objectif de mettre un maximum de licences dans un film. Genre, il y a Batman, il y a des pirates, il y a la Nouvelle-Zélande qui est appelée, je sais plus comment ça s'appelait, Zealand Earth. Middle Zealand. Zealand. Mais parce que la Zélande, oui, non, c'est le monde moyenâgeux, oui. Ouais. Et je loue vraiment le travail de Lord et Miller qui sont les réalisateurs et scénaristes aussi sur ce film, qui sont capables de rendre des projets qui sont un peu bancaux, un peu pourris ou qui ont l'impression que c'est un peu nul, et ils arrivent à transformer ces choses exceptionnelles, quoi. Genre. D'ailleurs, il y a un 2, ils sont pas dedans et on est sur un autre niveau. Hein. Ah ben, le film a tellement bien marché qu'il y a eu un Lego La Grande Aventure 2, il y a eu un Lego Batman, il y a eu même un Lego Ninjago, je compte même pas le nombre de séries télé ni Lego qu'il y a, avec tous les univers possibles et imaginaux. Ah ouais, gros carton pour ce Lego Movie. En plus, oui, c'est bourré de références dans tous les sens. Je crois qu'il y a un Dalek à un moment, quelque part. Ouais. Dalek, c'est dans le Lego Batman. Ah, c'est dans le Batman. Et justement, je rebondirais bien sur ce côté, toutes les licences Lego. C'est que, pour moi, les Lego La Grande Aventure, c'est un peu le film, non pas mature, parce que c'est clairement pas un mature, mais c'est le film de la maturité Lego. Je m'explique. C'est que ça fait des années et des années que Lego, déjà c'est quelque chose qui est transgénérationnel, Lego. Hein, on a tous eu ou joué au moins, enfin pas forcément eu, mais du coup joué avec des Lego. Et ça fait plusieurs années, je sais quand j'étais très petit, que Lego essaie de s'implanter, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les films, et qu'on les voit arriver avec de plus en plus de licences. Donc ça, il y a eu Marvel, il y a eu DC Comics, il y a eu Batman, il y a eu Indiana Jones, il y
y a eu Harry Potter, Star Wars. Moi, je les avais connus avec Lego Star Wars en jeu vidéo. Toutes les licences, ils sont passés par Lego avec cet humour justement Lego. Et on a ce film qui sort des années après tous ces dessins animés, après tous ces jeux vidéo, après toutes ces briques au final, et qui vient un petit peu avec tout ce qui a été accumulé sur toutes ces années en termes de peut-être pas de savoir, mais d'univers Lego, et qui vient le sublimer. Enfin, c'est un peu pour moi la cerise sur le gâteau de cet univers Lego qui a été créé sur des années en fait. Ce que tu disais, Lego Ninjago, si je dis, alors, je sais plus si c'est avant ou après Lego Ninjago, mais il y a eu plein de licences en tout cas avant. Bah voilà, et donc Lego Ninjago ça vient compléter le après, mais enfin ça fait des années qui sont sur cette idée de on a cet humour Lego. Je veux dire, dans le même style, t'as les premiers Lego Star Wars en dessin animé qui ont cet humour absurde Lego, peut-être encore plus absurde que ce qu'on a là dans Lego Movie. Et là, c'est vraiment la bonne dose qu'il faut pour que le film plaise autant aux parents qu'aux enfants, qu'à tous les enfants intérieurs qu'on a en nous, quoi. Et c'est pour ça qu'il aime les jeux vidéo Lego ont cet humour aussi. Oui, complètement. C'est dans le chat. Oui, mais ça ressemble plus à un film d'auteur. C'est vraiment l'humour des deux gars qui ont écrit, quoi. Ouais, mais ça rejoint cet univers d'humour complètement absurde. Si tu prends les jeux vidéo ou les films Lego, t'as toujours cette idée le truc va se casser, t'as les briques dans tous les sens et vas-y, on reconstruit un truc avec, et puis c'est un truc en fait qui fait aucun sens par rapport à la licence de base, tu vois. Et c'est cet humour Lego là que moi j'ai retrouvé dans le film, que t'as les mêmes ailleurs. Et ça, je trouve ça très fort parce que c'est bien amené. Ouais, gros humour, et puis il y a aussi la façon de mélanger les licences, de mélanger les univers. D'ailleurs, on le voit dans le film plus récent, Spider-Man Into the Spider-Verse, où ils font peut-être encore mieux, je trouve, mais c'est kiff quoi. Enfin, on sent qu'il y a cet art de flatter le fan et le novice, et de pouvoir comme ça compenser plusieurs trucs, de faire plaisir à plusieurs publics à la fois, et en étant très très précis, très très exigeant sur ce qu'ils font. Et moi je trouve que c'est un gros avantage, effectivement. On a un scénario qui est un scénario très très enfantin. Au début on se dit putain, punaise, ce scénario quand même il est un peu bateau, il est un peu gnangnan, qu'est-ce qui se passe. Enfin, ça a été écrit par un gamin. C'est le mardi des tacos. C'est ça, oui, c'est très très gamin. Et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, c'est la mère qui fait des tacos tous les mardis. C'est des gros clichés, et on s'aperçoit en fait que oui, c'est ça. On a l'impression que c'est un gamin qui a écrit le scénario, parce qu'en fait, on est dans le terrain de jeu d'un gamin. Tant pis si on spoil, hein. Voilà. Le problème, c'est qu'après, oui, si on peut mettre des bémols, on a quand même la Trinity de service. Enfin, je dis Trinity parce que c'est le nom du perso dans Matrix, mais tu sais, c'est le perso qui est super, c'est le perso féminin qui est super badass, qui est plus forte que le héros, mais qui va quand même s'écarter pour laisser le héros devenir le héros. Ouais. Oui, mais il s'en moque et il l'utilise bien. Je veux dire, dans ce film, tu l'as pas en fait, le syndrome Trinity, parce que dès le départ, tu sais que cette femme essaye de s'en donner les moyens et d'avancer et d'être plus grande qu'elle l'est vraiment, et qu'elle essaye justement d'avoir cette image badass qui est pas qui est pas elle en fait. À la fin, tu apprends que son nom c'est Lucie. Il y a bien quelque chose qui faisait que non, elle allait trop loin, elle se mentait trop à elle-même, alors qu'il aurait suffi qu'elle soit elle-même. N'essaye pas d'être le héros de l'histoire, puisque ça sera lui. Non, c'est pas ça. C'est sois toi-même. Pas besoin de mentir sur qui tu es. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est la même Lucie que du film de Besson, ou ça n'a rien à voir? Ah, non, peut-être, ça expliquerait pas mal de choses. Bon, par contre, il y a un défaut dans le film, quand même, avoir fait de Green Lantern un minable, j'arrive pas à leur pardonner. Ça, je suis désolé, mais Green Lantern en minable qui court après Superman parce qu'il arrive pas à être pote avec lui. C'est comme ça, non? Dans les comics? Alors, Green Lantern, c'est mon personnage de comics préféré. On va pas être copains. Est-ce que tout le monde l'avait vu? Je crois qu'après, dans les films, vous l'aviez pas vu. Celui-là, vous n'avez pas pu le rattraper. Non, je l'ai pas rattrapé, mais je voulais juste dire que 2014, c'est quand même la grande année de Lego, parce que c'est l'année où ils sont repassés devant Mattel et Barbie en termes de vente de jouets. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, mais du coup, vous m'avez super donné envie de le voir. Donc, je pense que je vais rattraper ça ce week-end. Et super génial. Ouais, et il y a aussi les musiques qui sont vachement plus... Enfin, on parle de la musique et tout est super génial, mais toutes les musiques, tous les sets du film, moi je trouve que je suis vraiment pris par les musiques, et
Et enfin, j'ai un peu, enfin, ça m'a mis à fond, quoi. Ça m'a mis vraiment dans une ambiance assez forte dans ce film. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que le personnage principal, c'est un ouvrier en fait. Tu sais, c'est pas un super-héros, c'est pas un policier, c'est pas un truc, c'est un mec qui est Un ouvrier de qui est chantier, ouvrier ouais. du bâtiment, de chantier. C'est juste Emmett. Et ça, c'est beau. Même si Parce c'est que pas voir, le plus il y a- fort, quoi. Un homme comme tout le monde, un homme ordinaire. Et, L'homme du peuple, le héros du peuple. On est à 1h30 d'émission. Un dernier mot sur le film et on passe au reco peut-être. Bah, regardez Will Ferrell, il est vraiment drôle et sa coiffure, elle est vachement magnifique. Ça marche, merci. C'était donc notre sélection de films d'animation. Sur cette année 2014, films d'animation et films en général sur l'année 2014. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu parler de beaucoup de films, hein. C'est vrai qu'on n'a pas pu parler de Godzilla, par exemple. On n'a pas pu parler de Rio 2, on n'a pas pu parler du Hobbit, on l'a juste évoqué, mais bon, est-ce que c'était vraiment grave? On n'a pas parlé de Maléfique non plus, on n'a pas parlé. Est-ce que c'est vraiment triste? Je ne crois pas. J'arriverai à vivre avec. Il y avait plein de films, on pouvait pas parler de tous les films, mais quand même, on a gardé une petite phase reco à la fin pour un petit film qu'on veut même rajouter en plus pour vous donner envie de vous replonger dessus. C'est l'heure des recos. Welcome to the Love Box. Les recos, donc chacun a préparé un petit film à vous conseiller. On y va, chacun son tour. Alors on va commencer par qui? Voyons, qui veut commencer? Rebecca, est-ce que... Ah, oui. Ouais, je veux bien. Allez, Rebecca. Ouais, alors moi, en fait, je recommande un film qui n'a rien à voir avec ce qu'on a évoqué ce soir, qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages, qui est un film argentin, avec un acteur qui est top, qui s'appelle Ricardo Darín, et le film, en fait, c'est des scénettes de gens qui disjonctent un peu parce que le monde est violent et brutal. Et voilà, c'est du cinéma argentin, c'est intéressant, c'est dense, c'est différent, c'est touchant. Enfin bon, voilà, moi je suis toujours sur le registre de l'émotion et de ce qui se passe à l'intérieur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc je recommande Les Nouveaux Sauvages. Les Nouveaux Sauvages, merci. Laura, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je crois qu'il est sorti en 2014 en France. Je voulais recommander The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, qui, moi, m'a complètement embarqué dans cette histoire complètement folle où tu crois que tu vas rentrer dans un espèce de cluedo, mais en fait, c'est encore pire, c'est encore plus déjanté. Voilà, moi, j'ai un souvenir assez impérissable de ce film et donc je le recommande. Merci, Le Grand Budapest Hotel, effectivement, film assez marquant de cette année-là. Qui d'autre? Nireda, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ouais, bah moi je vais vous conseiller un film d'animation. Il y en a, alors je trouvais qu'il n'y en a pas eu énormément en 2014, mais s'il y en a un qui était pas si mal que ça, c'est Dragon 2. Donc suite de Dragon 1. Merci de rien. qui vient un petit peu rajouter un peu plus de sérieux à la série Dragon. Qui est le premier où ils sont enfants, deuxième où ils deviennent adultes, et en fait il se met dans la continuité de la série, du dessin animé, pardon, How to Train Your Dragon, je crois que c'est les Cavaliers de Burke en français, qui la série, elle est vraiment bonne, et je vous conseille ce combo, voilà, du film Dragon 2 plus la série qui va avec, parce que c'est un petit voyage dans cet univers draconique. Bien le film qui précède Dragon 3. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est les deux, ouais, il est entre 1 et 3. Soyons précis. Ok. Dis donc, Conan, tiens, à toi. Ah ben moi, je voulais vous parler de Age of Tomorrow, qui était sorti en 2014, qui est l'histoire d'un soldat américain chargé de la propagande américaine, donc dont son seul boulot, c'est de parler aux journalistes de ce qui se passe au fur et à mesure pendant les batailles, qui va se retrouver sur un champ de bataille parce qu'il a fait une connerie. Le problème, c'est qu'il va mourir tout de suite parce qu'il ne sait pas utiliser l'armement, il ne sait pas utiliser les armes, il ne sait pas utiliser les armures avec lesquelles il se bat. Et en plus, c'est en pleine invasion extraterrestre, donc la moindre erreur ne pardonne pas. Sauf qu'en mourant, il va avoir l'opportunité de recommencer cette journée. Et ça va être une boucle temporelle jusqu'à... Vous voyez le film.
Mais c'est un très très bon film d'action avec Tom Cruise et Emily Blunt. Ils sont juste vraiment bien en termes d'action, de combat, d'évolution de personnages. C'est parfait, c'est vraiment fun. Je conseille. Vous aimez l'action, les boucles temporelles et les combats de mecha, allez-y. La boucle temporelle qui est très à la mode, hein, j'ai l'impression, puisqu'on a notamment Palm Spring qui est sorti cette année, et on a aussi Boss Level qui est un peu plus oubliable, qui est sorti également, et je crois qu'il y a aussi j'ai plus le nom en tête qui m'échappe, il y a un court-métrage sur Netflix aussi qui est présenté aux Oscars aussi également sur je crois que c'est une histoire de boucle temporelle également. Vite fait, enfin, c'est un thème qui a l'air d'être très à la mode, la boucle temporelle. L'Aristide. Ouais, oui. L'Aristide, à toi. Alors, moi, je vais vous conseiller un film indonésien réalisé par un Gallois, je crois, Gareth Evans, qui s'appelle The Raid 2. Alors, c'est la suite d'un film qui s'appelait The Raid 1, hein, c'est facile. En gros, c'est de la bagarre. C'est du punchak, qui est un art martial indonésien. Et l'histoire, en gros, c'est un policier qui doit intégrer un syndicat du crime en Indonésie et qui doit s'en tirer à la force de ses poings, de ses coups et de tous les objets qui viennent à sa main, quoi. Enfin, il y a des casseroles, il y a des bouts de bois, il y a des trucs. Enfin, c'est assez impressionnant et la mise en scène est assez folle. Merci. Bon, quant à moi, alors ça a été très très dur quand vous aviez dit c'est non, c'est pas Larissa, c'est Nérida, je crois, qui voulait proposer un film d'animation. J'ai cru que t'allais dire Conte de la princesse Kaguya, qui est sorti en 2014 chez nous, un film d'Isao Takahata. Je me suis dit peut-être. Non, c'était pas celui-là. Tant pis. Alors moi, du coup, je vais vous conseiller Whiplash de Damien Chazelle avec Miles Teller et J.K. Simmons. On va voir justement un lien, un rapport entre un élève, un étudiant qui travaille, qui apprend la batterie, un jeune musicien, et son prof, son chef d'orchestre, un peu, oui, son mentor, qui est un véritable tortionnaire, incarné par J.K. Simmons. Et c'est très fort, c'est très rythmé, c'est prenant, c'est très très fort. Et je crois que c'est actuellement sur Canal. Voilà, donc autant en profiter. Enfin, ça se trouve en tout cas. Donc Whiplash, Damien Chazelle, c'est quelqu'un qui fera un peu plus tard un certain La La Land, mais je sais pas si vous le connaissez, si ça vous dit quelque chose. Vite fait entendu parler. Vite fait, hein, voilà, c'est un film qu'on n'a pas entendu parler dessus. Ah non, absolument pas, c'est passé inaperçu. Ah là là, on me dit oui, il y a des petits cœurs pour Takahata dans le, et oui, dans le chat. Est-ce que vous avez des tops pour 2014 dans le chat? Plus que quelques instants, quelques secondes? Non? Oui? Alors, le temps que le chat nous propose ces films de 2014, on peut en profiter pour poser la question à nos invités avant de partir. Où peut-on vous retrouver une fois que l'émission est terminée? Je me tourne, on va faire dans l'ordre alphabétique sur le Discord. Voilà, parce que je n'ai pas envie de m'embêter. Conan, où est-ce qu'on peut te retrouver après l'émission? Dans la Gallifrey Academy, une émission sur Doctor Who, simplement la série télé britannique. Magnifique. Alors Flavien, il a la technique, on peut le retrouver à Podcastéo. Voilà, salut Flavien. L'Aristide. Vous pouvez me retrouver sur un podcast qui s'appelle Modèle Phare, où je reçois des invités qui me parlent d'un mentor dans leur vie. Voilà. Mentor dans leur vie. Laura, où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon podcast Revue et Corrigé, je précise au féminin pluriel, Revue et Corrigé, qui est un podcast d'épisodes de 5 minutes de chroniques quotidiennes, quasi quotidiennes, depuis le 17 mars 2020, si cette date vous dit quelque chose. Et on peut également me retrouver assez régulièrement sur Bonjour PPC, où j'interviens de temps en temps. Oui, d'ailleurs, Revue et Corrigé, oui, parce qu'il y avait eu des questions, c'est vrai, sur les réseaux. C'est vrai que Revue et Corrigé, c'est aussi le nom d'une revue ciné que notre ami Thierry recommande souvent. C'est aussi un magazine de musique aussi, je crois. Enfin, donc c'est un nom, c'est vrai, qui s'écrit jamais pareil d'ailleurs.
mais ça se Qui prononce s'écrit pareil. jamais pareil. Et moi, le blog dont est tiré le podcast Hmm. existe depuis C'est ça, 2010 mais bon. Au féminin pluriel. C'est ça. Mais comme on l'est à l'audio, on n'entend pas la variation. Nireda, à toi. Oui. Bah alors moi, vous pouvez me retrouver tous les dimanches à 11h sur le podcast qui s'appelle La Pause s'impose. Et l'idée, en fait, c'est que tous ensemble, on prend une pause le dimanche, après une grosse semaine de malade. Et au passage, on apprend des trucs, on trouve des petits tips et astuces pour essayer parfois d'être plus productif, pour essayer parfois de prendre du temps pour soi. Voilà, c'est un peu développement personnel, un petit peu rendez-vous hebdomadaire et vous pouvez me retrouver donc voilà sur ce podcast ou sinon sur les réseaux Nireda52, soit sur Instagram ou Twitter. Voilà. Merci. Et Rebecca, où peut-on te retrouver? Alors, on me retrouve dans le podcast Histoire pour les grandes personnes, qui est un podcast de contes pour adultes, format court, entre 5 et 15 minutes, très développement personnel comme Nireda, et c'est tous les 15 jours. Merci Rebecca. Alors j'en profite, je jette un petit œil sur le chat. Voyons qu'est-ce qu'on nous a conseillé. Petit Pirate par Flavien qui nous donc les contes de la princesse Kaguya, bien sûr. Under the Skin, Grand Budapest Hotel. Hop. Est-ce que c'est le truc avec le lapin? J'ai peur. J'ai très peur. On nous dit Whiplash, Kingsman, Gone Girl, effectivement. Oui, il y a quelqu'un qui s'est barré tellement il est vexé. Non, ça revient. Ah, il y a Thierry qui vient de taper l'incruste. Il y a du monde qui arrive. Oh là là, mais quel escroc, c'est incroyable. Oui. Non, ouais. Et il y a ça qui vient de taper l'incruste aussi, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça, Thomas? Non mais c'est vrai ce qui se passe là? On nous dit rien, on nous remplace? Oui, alors j'ai fait toute l'émission. Il nous a prévenu, il nous a dit il est en train de faire une contre-émission, il a inventé des gens qui ont la même voix que vous, il est en train de vous pourrir, il a l'intention de vous remplacer. Non mais vraiment Thomas, tu tombes aussi bas. Non mais en plus, j'ai... En même temps, il était jamais très haut, hein, je pense. Ah bah ça clairement, c'est bien pour ça qu'il est parti tout seul, tu vois. C'est ça, mais j'ai réussi à meubler toute l'émission avec des bruits. Les gens y ont vu que du feu. Hein. On a parlé de... Ah, t'as cru que que les auditeurs se rendraient pas compte que c'était pas nous? Ah, je te dis, les auditeurs sont vraiment très trachiers de films. Voilà, les gens n'y voient que du feu. Quand j'ai fait qu'il y avait quelqu'un qui utilisait mon pseudonyme dans les commentaires pour faire croire qu'on approuvait le truc et qu'on partageait et qu'on parlait. Enfin, ouais, t'as fait le sponsorisé par À l'Arrache, hein? Cet épisode est sponsorisé par À l'Arrache. Oh là là. Ah ouais, ça sort les samples, ça fait tout quoi. Tout le monde y a vu que du feu. Par exemple, Yassa, au début de l'épisode, t'as dit bonjour. We go to the movie. Voilà. Sur Interstellar, tu nous as fait des explications. Professeur Yassa. C'est gagné. Attends, il vient avec son propre groupe de filles qui fait le générique derrière lui pour le jingle. C'est ça. C'est ça. Michel se déplace jamais sur ces filles qui font du jingle. Bon. On a même Léo qui nous a commenté tous les films. C'est vraiment pas un bon film, mais moi j'ai bien aimé. Voilà. Donc ça c'était plutôt mon avis sur quasiment tous les films que vous avez présentés ce soir maintenant et il y a Marwan aussi. Il est venu, il est pas resté longtemps. C'est bon, je me casse. Hein. Voilà. Attends, il a toujours un bruitage de porte au cas où? Toujours. J'ai aussi un bruitage de chat. C'est bon de voir des gens aussi bien préparés quand même. Voilà. Non mais Thierry, c'est bon, on arrête le podcast et c'est bon, Thomas il fait du mais c'est ça, avec les samples. Ça y est, on n'a plus aucune utilité remplacée par des machines. Non mais c'est bon, viens. Rappelle-toi ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'on allait faire du ASMR et des putaclics, qu'on allait faire des vidéos d'unboxing et tout, ça marchera mieux que ça. Parler de cinéma. Ah là là, ça tape l'incruste. Bon, et du coup, vous les films de 2014, venez participer. Là, les films de 2014, ah bah tu vois, c'est marrant en plus. on arrive, on en parle. Moi, j'en ai mis 5 et il y a ça, vas-y, je sais pas si t'as eu le temps de vérifier. Moi, j'ai marqué, Whiplash, mais t'en as parlé. Ouais. J'ai marqué High Origins. Ouais, celui-là, je sais pas. Ah, c'était très, très, très indie, hein, et je l'ai pas vu en 2014 d'ailleurs. J'ai marqué Birdman, même si l'effet film Oscar, je l'aime bien. Alors en fait, Birdman, il a été produit en 2014. Il est peut-être sorti en 2014 aux États-Unis, mais en 2015 chez nous, il me semble. Ah putain, moi je crois que je l'ai vu en décembre, tu sais, genre fin d'année, mais peut-être. Ou alors, je sais qu'il a cheval sur 2 années, Birdman. Il y a un truc comme ça. Bah alors du coup, je t'ai noté Maps to the Star de Cronenberg et Sils Maria de Assayas, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même ramener des trucs un petit peu plus chelous quand on parle d'Interstellar et de Lego.
Oh, bah c'est vachement bien. Et toi, Yassa, qu'est-ce que t'aimes bien en film de... Lego est un chef-d'œuvre, ok? Justement, j'ai entendu quelqu'un qui a quand même dit Lego est un chef-d'œuvre. Je me suis dit, il va quand même falloir venir ramener un petit peu. Allez, de laisse nuance. argumenter les grands. Oh non, pas ça, pas celui-là. il est pas gentil celui-là, Thomas, c'est pas bien. Quand même. Et toi, Yassa, qu'est-ce que tu dans les films? Vas-y, profites-en, t'es là. De là, ça y est. Alors moi j'ai Hunger Games. J'ai le labyrinthe, j'ai dit non, c'est pas vrai. On a failli en parler de cela d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah non, plutôt 2014, j'irais plutôt sur Ex Machina par exemple, Ah oui. que j'ai surkiffé. J'avais aussi Prédestination qui est assez fucked up. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Bon bah ça va. Dis tout de suite qu'on t'ennuie. Non, c'est que c'est Prédestination. Ça va. Oui, bon, bah, ça va. Prédestination, il marche quoi. Oui, bah ouais, ça marche, c'est ça. Et j'aime bien aussi Imitation Game qui m'avait marqué, voilà. Ouais. Il y a pas grand chose sinon dehors de ça. Bon, vous avez parlé des Gardiens de la Galaxie. J'ai failli être dans l'émission, mais malheureusement, ça a été un no-go pour moi à cause de ça. Ah bon? Tu t'aimes pas les Gardiens de la Galaxie? Bah, je l'avoue pas, Thomas. Ben, oui, là, t'en as trop dit ou pas assez. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais, là... Assume tes opinions. C'est cool pour une fois que c'est pas moi qui vais le descendre. Non. Malheureusement, je me suis endormie 2 fois devant. Je l'ai regardé 2 fois et je me suis endormie 2 fois devant. Donc, j'allais pas me le retaper une 3e fois pour me rendormir une 3e fois, quoique ça aurait peut-être fait une bonne anecdote. Mais la question, c'est est-ce que tu as relancé du début ou est-ce que tu as repris de là où tu t'es endormi? Parce que sinon... mais sinon, oui, si tu te rendors au même moment à chaque fois... Non, mais je l'avais regardé à 2 périodes différentes et la 2e fois, je me suis dit, allez, vas-y, les gens, ils disent que c'est bien, donne-lui sa chance. Et pareil, je me suis rendormie la 2e fois. Enfin, c'est rare, hein? Est-ce que tu gères bien tes cycles de sommeil? Je veux dire, Pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas pour autant que je m'endors en général devant les films, je m'endors pas. Je vais rien dire, j'ai dormi devant Interstellar la première fois. Donc... Ça se comprend, t'inquiète pas. Oh là là, c'est honteux, honteux. Moi, je vous envie quand même. Je vais jamais hein. revenir dans cette émission, je vais jamais... je suis banni. Non, mais moi, je vous trouve incroyable quand même. Moi, j'arrive pas à dormir dans un lit. Je souffre d'insomnie depuis que j'ai 7 ans. Et vous, les mecs, ils dorment devant des films, quoi. Mais comment vous faites? Vous voulez devenir mes super-héros, quoi. Il y a les Avengers d'à côté, puis il y a vous. Ce sera peut-être bien la première fois qu'on nous admirera pour ça. Moi, je suis ravi. C'est ça, les émissions sont aussi bordéliques que les Gardiens de la Galaxie, c'est ça, c'est à peu près ça. Super, écoutez, bon et voilà, moi je voulais parler de Vampire en toute intimité, mais j'ai déjà fait une reco, et puis voilà, et puis il est pas sorti en salle, je crois qu'il est sorti directement en DVD, puis c'est compliqué, et puis voilà. Bref. Vampire écoute, en toute intimité, c'est What We Do in the Shadow. Et oui, mais Okay. Et pourquoi est-ce que je le dis en français? Parce que tu préfères la version française. Ah là là. Alors, je dis pas que je préfère la version française. Je dis que c'est un film qui est doublé par Nicolas et Bruno des messages à caractère informatif. Ah. Et en fait, c'est un des films où tu peux le voir en VO et tu vas passer un super bon moment. Et puis tu peux revoir le film en VF et tu passeras encore un super bon moment. Mais... Et puis attends, faut c'est préciser que la plus-value. Voilà, c'est ça, la plus-value veut qu'il n'est pas juste que redoublé, oui, il est totalement réécrit surtout, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que la version française avec des vampires à Limoges, c'est quand même bien moins sexy, quoi. Au contraire. C'est pas contre Limoges, exactement. Moi, si j'étais un être immortel qui ne vivait que la nuit, je serais à Limoges aussi, certainement. Une journée là-bas, c'est une vision, c'est un avant-goût de l'éternité, effectivement. Oui, mais tellement ça a l'air de bouger. Nuit, c'est peut-être ne confonds pas avec plus intéressant une infinité de nuit qu'une journée là-bas. Aïe. Bon.
Zou, t'es là, profite-en. Oui, je suis là, moi. Oui, voilà. Est-ce que t'as vu un film de 2014? C'était juste le complice indirect, mais il faut quand même l'impliquer un peu. Non, mais c'est ça. On est déjà 10 dans ce chat. Voilà. On peut même Flavien peut venir te faire un coucou. De toute façon, on s'en fout. Carrément. De toute façon, finissons ça en beauté. C'est nous qui éteignons la lumière, hein. Donc voilà. On met la clé sous le paillasson. Est-ce que le conseil est passé? Ouais, c'est la question à poser. Le fil rouge de cette émission, est-ce que le conseil est terminé? C'en est où, Koh-Lanta, là? C'est pas encore fini, je crois. Ah, non, je crois qu'il reste une petite heure, là. Alors, non, mais je pense qu'il faut dire la vérité, il n'y a qu'ensemble qu'on sera plusieurs. Donc, pas de problème, rejoins-nous. Ah, cette phrase. J'adore. On a eu des belles citations aujourd'hui. On dirait du Sardou. Ouais, ça, c'est un politicien belge qui a sorti ça un jour. Et je alors, ça Thomas, ça, non. T'as déjà cité mes films, Thomas, mais je rajouterais juste Boyhood, qui était une expérience de tournage assez particulière de Linklater. Donc, c'est celui qui a fait la trilogie des Before, qui sont tous les trois très bien. Before Sunrise, Sunset et Midnight. Ouais. Et il avait fait Boyhood, qui suit un peu la vie d'un gamin sur plusieurs années assez longues, et où le tournage a suivi justement toutes ces années-là, ce qui est déjà un tour de force, mais qui en plus d'être un exercice de style intéressant, à l'écran, ça donne un très beau film au niveau du scénario, des relations des personnages, de la caractérisation, etc. Donc super film. Et puis Jarmusch avec Only Lovers Left Alive, tu parlais des vampires. Donc, Oh oui. Je reçois les deux recrues de Flavien. J'aime Flavien. C'est sublime, c'est magnifique. J'approuve. Est-ce qu'on doit rendre l'antenne ou pas? Je ne sais pas, on est à 1h49, je vois. Moi, si vous voulez parler, vous pouvez. Hein. Thomas, si on tu peut as rendre trop l'antenne l'habitude. avant que quelqu'un chante du Sardou. Non, mais Thomas, il a trop pris l'habitude des épisodes de Claque qui durent 2h30. Du coup, ça lui fait bizarre de finir trop tôt. Et pourtant, il a tout fait pour qu'on soit dans les clous et qu'on dépasse pas. Et puis, vous êtes arrivés et ça a dégénéré. Non, mais... Mais on continue sur les dystopies. Sage, Sinon, on continue sur les films de dystopie. Ouais, alors c'est ça, c'est vrai que... On peut faire le top de sens critique des meilleurs films de 2014, si vous voulez. L'anecdote, c'est Interstellar qui est en premier, tu vois. Bah, tu C'est rien d'étonnant. Ah ouais, c'est Budapest Hotel qui a été cité, Gone Girl que Zu a cité aussi dans son top, parce que dans son top c'est autre chose, Whiplash, Mommy, il a dû avoir la canne cette année-là. Attends, tu parles du film La Momie avec Tom Cruise? Non, pas du tout. Ouais. Alors non, on parle pas du film de Moïse avec Tom Cruise. Enfin, j'espère. Et donc il a eu la palme cette année-là, je crois, de Dolan. Non, il était à Cannes, mais je crois pas que ça soit lui qui a eu la palme. Je crois que c'est Tim C'est là qu'il a eu Boutou. un discours très très émouvant, je crois. Enfin, il a eu la Palme d'Or à Cannes. Ou attends, ou le Vérifié, mais je suis pas sûr. ou le Grand Prix, je sais plus. En tout cas, il a eu un Donc truc vous assez êtes vraiment prestigieux. des professionnels du cinéma, en fait. Je suis Xavier Dolan, écoute. Non, mais il avait eu un très très beau discours à ce moment-là, au moment où il avait eu la palme, je m'en rappelle de ça. C'est quand il y avait encore un festival de Cannes. À l'époque. Non, c'est Winter Sleep qui a gagné en 2014. Ah oui, c'est ça, le truc de 3 heures turc, c'est ça, il me semble. C'est ça. Qui est très bien aussi. C'est ça. Et je cherche Mommy, alors je descends. Il a dû avoir le grand. Il a eu le prix du jury, c'est ça. Mommy a eu le prix du jury pour sa première participation pour Dolan. Ah mais attends, c'était peut-être en 2013 du coup. Bah non, c'est Festival de Cannes 2014, sorti en 2014 et Cannes 2014. Et c'était d'ailleurs la première année, je ne sais pas si vous savez, enfin petite anecdote sympathique, c'était la première année que l'Académie du coup de Cannes avait décidé aussi que Jean-Luc Godard gagnerait quoi qu'il arrive un prix, quel que soit son film. Du coup, la palme, enfin le prix du jury de Dolan est considéré comme caduc parce qu'il est ex aequo avec un film de Godard, vu qu'il fallait pas qu'il reparte bordouille de Jean-Luc. Ah ouais? Mais Jean-Luc, il acceptait les prix encore à cette époque? Non, Jean-Luc n'en a strictement rien à foutre, mais tu sais que ça fait quand même 3 films du coup qui gagnent automatiquement un prix, et soit grand prix, soit prix du jury, toujours ex aequo avec un autre truc, et en gros ils sont là en mode il viendra bien le chercher un jour, et à chaque fois ils s'en bat les reins. Sinon, il y a un très bon film sorti en 2014 qui est Enemy de Denis Villeneuve, que j'ai beaucoup aimé. Réalisateur homo aussi surcoté que Christopher Nolan. C'est-à-dire que ces films ne racontent pas grand-chose, c'est du métaphorique, donc en soi, oui, c'est une question d'interprétation. Si tu aimes les interprétations et que tu aimes la branlette intellectuelle, c'est ça que tu dois regarder. Mais alors, c'est quand même... Là, vous partez quand même dans des termes qui sont extrêmement réducteurs et sacrément insultants pour une partie du public, donc on va peut-être se calmer un peu. Non, parce que moi je l'aime bien, c'est pour ça que je Non, oui, mais bon, entre surcoté et branlette intellectuelle, les gars, enfin quand même, quoi, s'il vous plaît, un petit peu de respect envers les gens qui apprécient ou n'apprécient pas.
Ah non, moi j'ai du respect juste pour mon propre avis, c'est tout. J'essaie d'être le Eh plus honnête possible. ben, c'est bien dommage. Ah bah moi, je viens d'en retrouver un qui est pas mal aussi, c'est Citizen 4. Ouais, Ça, un documentaire, ça, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, je me suis pris une claque quand je l'ai vu, celui-là, par contre. Et bizarrement, vous avez pas mis Noé dans votre classement de l'année. C'est bizarre. Gaspard, Noé. Non, il parle Ou du film Exodus. Noé, je crois, sur l'Arche. Noé avec Maximus. Ouais. Et avec Hermione Granger, non c'est pas... Voilà. Ouais, le Aronofsky. Ouais. C'est ça, ouais. Il y avait aussi Twilight the Slave qui était pas mal avec de Steve Ah ouais, McQueen. ouais. Enfin, Il y beaucoup avait de Expendables thrillers, 3 aussi. hein. Mais je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a écouté. Non, mais le 1 et le 2 sont bien, mais le 3, j'en garde pas Oui, un bon encore. souvenir. C'est celui-là avec Chuck Norris ou c'est dans le 2? Je crois que c'est. Non, c'est déjà dans le 2, c'est Chuck Norris. Ouais. Ah oui, non, ouais, d'accord. Non, Comment vous avez fait pour voir Expendables? Moi, j'y arrive pas. À chaque fois, je reprends le premier. À chaque fois, je le finis pas non plus. Bon, je m'endors pas. Et à mais chaque je fois, me tu dis, m'endors pas de problème d'insomnie, mais je te jure, quand t'as des problèmes d'insomnie, Expendables, ça passe. Entre 2 et 4 heures du matin, quand t'arrives pas à dormir. Aïe. Bon, je crois que c'est. Bon, je crois ces qu'on est histoires bon d'insomnie. là. Je crois qu'on est bon. Ça signe le glas. Ça signe le glas, il faut Est-ce que partir Corentin là. fini, ça y est, on a Non, on a non, le blaze. j'annonce, je ne remonterai pas ce truc. Je vais mettre directement Craig qui a été là jusqu'au bout. Voilà, je ne remonterai pas ça. Ah ben ouais, quand c'est pas Craig, il est là. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, nous félicitons Craig Voilà. pour être resté Craig n'a avec pas nous. craqué, j'ai l'impression. Pendant J'ai Voilà. même pas pu dire où vous retrouvez Claque, mais de toute façon on s'en fout, il n'y a plus personne, tout le monde est allé voir le conseil de Koh-Lanta, c'est bon. Mais si. Mais je le dis quand même pour le replay, où est-ce qu'on peut Voilà. retrouver Claque? Voilà, parce que bon, hein, voilà. Claque, cette émission formidable, ben, déjà vous pouvez la retrouver là où vous écoutez cette émission, déjà, c'est déjà pas mal pour commencer, mais sinon vous pouvez la retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast. On est même sur Amazon Music depuis très peu. C'est incroyable. Hein. On est sur Apple Podcast, Podcast Addict, voilà, ça, Spotify, Deezer, PodCloud aussi. On est sur tout. On est Castbox, voilà. On est même sur des téléviseurs, j'ai vu. Dans les stades, de temps en temps, il y a quelqu'un qui nous écoute sur un téléviseur. C'est incroyable. Ce monde est fou. Non, c'est parce C'est qu'en quelqu'un fait, qui fait du repassage. Maintenant que les gens ont compris, tu vois, que sans public, le foot, en fait, c'est chiant. Ils ont décidé, tu vois, pendant les matchs, pour que les joueurs puissent quand même passer un bon moment, de passer nos épisodes. Ok. Ça va pas l'air plus efficace. Ça va peut-être les distraire au niveau du jeu. C'est ça. On peut nous retrouver également sur YouTube, voilà, aussi. Puisqu'on, ça y est, on fait des milliers d'auditeurs maintenant sur YouTube. Hein, maintenant, ça y est, c'est acté. Et Va comprendre. va comprendre. Sur des films merveilleux, vous allez voir, vous allez vous régaler. Si vous aimez Un Prince à New York 2, je pense que c'est une vidéo magique puisqu'elle cartonne. Allez écouter Un Prince à New York. C'est notre épisode qui marche le mieux. C'est notre épisode qui marche le mieux. L'objectif, voilà, on va lancer l'objectif. Alors là, l'objectif 5000, on va le péter dans la semaine, je pense, c'est assez facile. On vise les 10 000 auditeurs sur Un Prince à New York 2. Je pense que c'est jouable. Alors, j'ai rarement vu une équipe aussi déçue de faire des vues, mais vraiment. Non, on aimerait... tu sais, c'est un petit peu quand tu vas voir le film indépendant dont tu rêves et tu te dis, ça y est, maintenant qu'on a un peu de notoriété, les gens, ils vont nous écouter et puis ça va leur donner envie d'aller voir celui-là. Mais regarde, je vais te donner un exemple de ce genre. Je vais te donner un exemple de ce genre de situation. Quand tu dis que tu aimes bien le film Ennemi et qu'il y a quelqu'un qui te tombe dessus en disant que c'est de la merde, tu vois. Mais vraiment à tout hasard, hein, c'est un exemple totalement fictif, hein, et pas du tout tiré de faits réels. Ah oui, c'est surtout qu'il n'y a eu aucune compréhension sur les propos émis, mais ça, c'est pas grave. Merci beaucoup. Voilà. Et puis après, il y a Twitter, Facebook, Instagram, mais ça, c'était affiché, Claque Podcast, tout ça. Et d'ailleurs, tout le monde est dispo sur Claque, sur Twitter, Insta et tout ça. On mettra ça dans la description. Voilà, si on a la foi. Parce que là, je vous avoue que là, 2 heures d'émission, c'est très dur. Mais bon, vas-y. Zou, je te laisse conclure. Vas-y. Toi qui es frais et dispo. Ouais, ben oui, moi je suis frais et dispo, j'ai juste fait ça toute la semaine et je recommence demain, donc tout va bien. Tout va super bien. Non, mais c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans Discord sous les pods pour un nouvel épisode de 7 ans de réflexion. À chaque fois, on avance un peu dans le temps. On a fait 2013 ensemble, vous aviez fait 2012 à une époque où je ne connaissais même pas les podcasts, et là 2014.
Voilà, c'est toujours un grand plaisir de recevoir l'équipe de Clac et ses invités chez Podcastéo. Merci à toutes celles et ceux qui sont dans le chat. On espère que cette semaine de podcast vous a plu et on vous donne rendez-vous donc demain de nouveau avec Thomas, avec Rebecca, avec Laura qui était là ce soir pour les Podcastéo Awards à 18h30 sur la chaîne Twitch de Podcastéo. Et là, on va lancer un petit raid pour aller soutenir un podcasteur de l'équipe de l'application Feu les Croissants. Voilà, on va lancer un raid chez Kokobé qui est probablement en train de jouer à Spelunky 2, un jeu où il faut creuser pour obtenir des richesses, et il le fait bien. Un peu nous quand on gratte du temps pour arriver jusqu'au conseil de Koh-Lanta, quoi. Exactement. Est-ce qu'on a réussi d'ailleurs ? Jusqu'au bout. On va y arriver. Merci beaucoup et à demain. Bye. Bon, j'ai rien d'autre à dire, je suis contente. Ok.